Immobilier. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur BFM TV, la sidération à Lisieux dans le Calvados. Un principal a été retrouvé mort par sa famille dans son collège alors qu'il s'y était rendu après le déclenchement d'une alarme. Sa mort est considérée comme suspecte par la police. À la une également, on frôle les 40 degrés aujourd'hui à Lyon. Il va faire très chaud dans le Rhône. Météo France qui a placé le département en vigilance orange pour canicule dès midi aujourd'hui et qui est rejoint par deux autres départements, l'Ain et l'Isère à 16h. Plus de détails dans ce journal. Des recherches toujours en cours dans la Manche pour tenter de retrouver des rescapés du naufrage qui a fait au moins 6 morts. 55 migrants ont pu être pris en charge par les secours. Stéphane Vittel était sur la route des vacances quand il a été alerté par une alarme de sécurité. Il s'est alors rendu dans son collège et c'est là que sa famille a retrouvé son corps. Sur place, Chloé Giraud, vous êtes à Lisieux pour BFM TV. Une autopsie devra avoir lieu dans les prochains jours pour déterminer les causes de la mort de ce principal. Effectivement, et cette autopsie, on le sait désormais, elle aura lieu lundi. Et suite à cette autopsie, eh bien, le parquet de Lisieux devrait communiquer cette autopsie qui pourrait effectivement permettre d'en savoir plus sur le décès de Stéphane Vittel. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il était un peu plus tôt que 7 heures vendredi matin et que ce principal était en train de prendre la route des vacances avec sa famille lorsqu'il reçoit une alerte sur son téléphone lui indiquant que l'alarme anti-intrusion de son collège a été déclenché. Il décide donc de faire demi-tour et de se rendre ici pour vérifier ce qu'il se passe. Il entre à l'intérieur du collège seul. Sa famille, elle, attend dans la voiture, mais au bout de longues minutes, sa famille commence à s'inquiéter et c'est donc sa fille qui pénètre à l'intérieur de l'établissement et qui va découvrir le corps de son père à terre et inanimé. Ensuite, sa femme va lui prodiguer les premiers secours, notamment des massages cardiaques en vain. Les secours également vont échouer à ranimer ce principal qui était donc âgé de 48 ans. Dans un premier temps, la piste de la crise cardiaque a été examinée, mais elle a été rapidement écartée car cette mort est désormais considérée comme suspecte par le parquet. Il y aura donc cette autopsie qui devra être effectuée lundi. Le parquet qui a également communiqué des premiers éléments de première précision, notamment sur le fait qu'une trace d'effraction avait été constatée sur l'une des portes secondaires de ce collège, mais en revanche, pas de désordre constaté à l'intérieur du collège. En tout cas, les investigations sont en cours menées par la police judiciaire de Caen depuis le début de l'après-midi et même depuis ce matin. On voit des officiers de cette police judiciaire qui sont présents ici dans l'établissement et aux alentours et qui notamment effectue des constatations tout autour du collège. Merci Chloé Giraud pour ces derniers éléments concernant donc cette enquête. Vous êtes avec Simon Pires de Souza à Lisieux, en direct pour BFM TV. Bonjour Agnès Andersen, vous êtes secrétaire générale du syndicat Indépendance et direction FO. Tout d'abord, on aimerait avoir votre réaction évidemment à l'annonce de ce drame. Oui, bonjour. Eh bien, tout d'abord, je voudrais rapporter tout mon soutien et toute ma solidarité à la famille de notre collègue et à la communauté éducative du collège. On se sent particulièrement touchés, d'autant plus que je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné dans sa carrière, était confronté à un déclenchement d'alarme pour lesquels il s'est rendu sur place pour vérifier que tout se passait bien, tout simplement parce que dans un certain nombre de cas, les alarmes anti-intrusion sont parfois pas très bien réglées et se déclenchent au passage d'un animal, comme j'ai pu le connaître dans un de mes premiers postes. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on attend de savoir quelles seront les conclusions de l'enquête. Agnès Andersen, vous voulez dire que c'est normal qu'un chef d'établissement se sente obligé de rebrousser chemin en vacances car l'alarme s'est déclenchée dans son collège ? Alors, je ne dirais pas que c'est normal, mais là, si vous voulez, on touche bien tout ce qui fait une des caractéristiques de notre profession, c'est-à-dire un très grand professionnalisme, un très grand investissement. Maintenant, je crois que le sujet qui se pose, c'est bien la question de la sécurisation des établissements en dehors des périodes ouvrées.
Parce que il y a quand même un propriétaire, les propriétaires des bâtiments, des collèges et des lycées, ce sont les collectivités territoriales. Et parfois, ces mêmes collectivités semblent ignorer que les personnels de direction ne sont pas des gardiens, ne sont pas des concierges. Voilà. Pour ce qui concerne les alarmes anti-intrusion, en fait, il y a des configurations assez différentes. Vous pouvez avoir des établissements où il y a simplement une alarme anti-intrusion qui se déclenche. Vous pouvez avoir des établissements où vous avez un système anti-intrusion qui se déclenche et qui est relayé à une société de sécurité qui, elle, va se déplacer pour faire les constatations, savoir s'il y a une intrusion ou s'il n'y a pas intrusion, et ensuite prendre les dispositions. Mais ce qu'il faut savoir, pourquoi y a-t-il ces différences de système? C'est aussi pour des questions de coût. Un système d'alarme relayé à une société de sécurité, ça a bien entendu un autre coût qu'un simple système d'alarme. Et tout ça, c'est financé par les collectivités territoriales. Et je pense que c'est bien cette question-là qui se pose, c'est comment est-ce que la sécurisation des établissements, en dehors des périodes ouvrées, c'est-à-dire vous avez les nuits également, vous avez les périodes de vacances, les périodes de week-end, comment est-ce que ça c'est financé? Trop souvent, les personnels de direction, finalement, les principaux, les proviseurs adjoints, principaux adjoints, on se retrouve à être un peu les variables d'ajustement, et parce que l'investissement n'a pas été suffisant, eh bien, comme on veut que ça marche, eh bien, voilà, parfois on va prendre des initiatives qui sont peut-être pas idéales, mais voilà, c'est un peu notre fonctionnement parfois, parce qu'on veut que ça fonctionne. Merci beaucoup Agnès Andersen pour votre témoignage qui montre justement à quel point vous et l'ensemble de ces directeurs d'établissement êtes investis dans votre rôle et parfois même donc pendant des périodes où vous ne travaillez pas. Merci de nous avoir apporté votre expertise. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat indépendant et direction FO. Et en plein cœur des vacances, c'est évidemment un décès qui choque toute la communauté éducative, on le voit, mais au-delà également dans cette commune de 9000 habitants. Les hommages se multiplient, la population reste sous le choc. La mairie, elle, a décidé d'ouvrir sa salle des fêtes pour permettre à chacun de venir se recueillir. Alexia Avril avec Élise Phillips et Alexia Ferré. Un homme dévoué. C'est ainsi que ses élèves décrivent Stéphane Vittel, le principal de leur collège, retrouvé mort hier matin. Pour eux, il était de tous les combats. Il était très souvent là pour ses élèves, il luttait contre le harcèlement, il voulait vraiment faire filer droit le collège, il était là pour ça, il était tout le temps là pour ses élèves, franchement un bon proviseur. Il était souvent au portail, souvent présent dans les couloirs, il se promenait, il montrait des preuves qu'au collège, il voulait qu'on réussisse. Décrit comme strict, il n'en était pas moins disponible et à l'écoute, un interlocuteur important pour les parents d'élèves, à l'image de la maman de Tom, qui tenait à exprimer son soutien à la famille du défunt. De voir sa femme et sa fille, de découvrir son mari et son père comme ça, moi ça me choque de voir ça. Non mais c'est vrai que c'est choquant de voir ça. On n'est pas en sécurité ici, à Lisieux, c'est incroyable de voir ça. C'était un directeur je le dis encore, c'était un directeur très gentil, voilà. Comme elle, de nombreux habitants du quartier sont venus rendre hommage au principal. Tous s'interrogent sur les circonstances du drame. Si c'est une crise cardiaque, à quoi est due sa crise cardiaque? Si c'est par rapport à l'intrusion qu'il y a eu ou... voilà, c'est... J'espère qu'ils vont retrouver les personnes qui ont fait ça, quoi. Une cellule d'écoute sera mise en place dès la semaine du 21 août pour les enseignants. Les élèves pourront s'y rendre le jour de la rentrée des classes. À la une également cet après-midi, cette alerte orange à la canicule dans le département du Rhône. Lyon et ses environs sont en train de subir en ce moment cette vague de chaleur qui s'est abattue sur les habitants. On attend près de 37 degrés aujourd'hui. Vous le voyez sur cette carte à l'instant. Lounis Kelaf nous raconte justement comment les habitants subissent les températures élevées. À Lyon, sur les quais, là où l'air est habituellement un peu plus frais, personne sur les bords du Rhône.
Aux heures les plus chaudes de la journée, les péniches ne s'attendent pas à une forte affluence. On essaye de voir un peu au niveau du monde qu'il y a sur les quais. Nous, c'est vrai que les péniches, on regarde vachement ça, s'il y a beaucoup de passages ou pas. On va pas avoir grand monde sur les quais jusqu'à, on va dire, 19h, 20h. Avec jusqu'à 37 degrés aujourd'hui dans le département, les Lyonnais adaptent leurs déplacements face à ces chaleurs caniculaires. Est-ce que vous cherchez des points d'eau, des points d'ombre ? Ouais, les points d'ombre, c'est pour ça la Tête d'Or, c'est vraiment bien. Quand même plein d'espace et vachement à l'ombre, pas trop loin de l'eau, donc ça rafraîchit un peu. Déjà rien qu'avec les chiens et tout, c'est compliqué de les sortir avec la chaleur. C'est-à-dire qu'il faut prendre pas mal d'eau et tout. Nous, on a prévu d'aller à la piscine au bord des quais tout à l'heure, et là on fait un petit tour au parc de la Tête d'Or. Le Rhône a déjà connu une alerte orange à la canicule début juillet. Face à ce nouvel épisode de forte chaleur, le gouvernement veut préserver les personnes les plus vulnérables. On a mis en place évidemment des plans canicule à la fois dans les EHPAD, il y a 600 000 Français qui sont dans nos EHPAD, et évidemment à domicile, où l'idée c'est que les gens puissent s'inscrire. On a des registres de manière à identifier les personnes qui seraient en situation de vulnérabilité, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes avec des maladies chroniques, de manière à ce qu'elles soient contactées et appelées. Une fois installé, ce nouvel épisode caniculaire devrait durer. Le record de chaleur date d'août 2003. Le mercure avait atteint les 40,5 degrés. L'actualité à 16h11, c'est également ce bilan du naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche qui s'alourdit avec 6 morts déplorés à l'heure actuelle selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Nos pensées vont aux victimes. C'est la réaction d'Elisabeth Borne sur le réseau social X, anciennement Twitter, la première ministre, qui annonce d'ailleurs que Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, se rend sur les côtes calaisiennes pour en prendre note. On est en ligne avec Yann Manzi. Bonjour, vous êtes cofondateur et délégué général bénévole d'Utopia 56. On le disait, 6 morts pour le moment, seulement une cinquantaine de passagers qui ont fait naufrage dans cette embarcation. Est-ce qu'il y a encore un petit peu d'espoir de retrouver des survivants, à votre avis ? J'espère qu'il y a de l'espoir de retrouver des survivants et bien sûr on est en solidarité avec toutes les familles de ces personnes et tous les exilés sur le littoral nord qui prennent des risques insensés tous les jours. Yann Manzi, c'est une période qui est plus propice à des candidats à l'exil pour traverser la Manche ces jours-ci ? Tout à fait, on est malheureusement dans un triste record aujourd'hui, je crois, c'est depuis 2023. C'est le plus gros chiffre, plus de 700 personnes qui sont passées ces jours derniers. Donc oui, c'est un triste record et c'est malheureusement la réalité de ce qui se passe depuis des mois et des années. Et ça va malheureusement continuer et les morts vont continuer à s'accumuler tant qu'on n'aura pas des routes sûres pour faire passer ces populations. Et bien sûr, ce n'est pas la faute des passeurs, comme va le dire la ministre, Madame Borne et Monsieur Darmanin. Non, c'est la faute des États qui ne créent pas des routes sûres pour que ces populations puissent fuir la guerre et la misère dans des conditions sereines. Alors, on rappelle que les personnes qui ont été secourues l'ont été par le concours conjoint à la fois des autorités britanniques et françaises qui visiblement a un peu mieux fonctionné cette fois-ci. Mais donc, ces routes sûres que vous appelez de vos voeux, en quoi elles consisteraient ? Consisterait simplement, on le voit en Méditerranée, des milliers de morts. Comment on peut laisser faire ça ? Comment l'Europe peut continuer à laisser faire ça et à financer justement le fait que les sauvetages ne fonctionnent pas ? De continuer à criminaliser les ONG comme SOS Méditerranée et ne pas porter assistance. Nous sommes des criminels. C'est nous, nos États, qui fabriquons ça, tout simplement pour éviter ce fameux appel d'air que Jean-Marie Le Pen a dénoncé il y a 40 ans. Aujourd'hui, on en est là, à empêcher ces populations de migrer et bien sûr à créer cette Europe forteresse et à renforcer la sécurité et à rien mettre ou très peu de moyens dans les sauvetages. Yann Manzi, cela voudrait dire que ce serait à la France d'organiser le traitement des demandes des candidats à l'exil, d'ouvrir un centre peut-être à Calais pour évaluer la situation de chacun de ces candidats avant qu'éventuellement ils rejoignent le Royaume-Uni ? On peut imaginer que la preuve par l'Ukraine, on peut accueillir en France et en Europe les Ukrainiens et ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine nous l'a montré. Par contre, voilà, sur toutes les populations africaines, afghanes, soudanaises, érythréennes, maliennes, ça ne serait pas des bons candidats pour l'Europe et on pourrait créer des obstacles incroyables à cet exil de ces populations. Oui, la France et l'Europe aujourd'hui sont coupables de la réalité de ce qui se passe. Et bien sûr, en mettant des routes sûres pour ces populations, on pourrait imaginer que les passeurs arrêteraient de s'enrichir et que bien sûr, ces populations arrêteraient de mourir par milliers, voire par dizaines de milliers sur ces routes migratoires. C'est tout simplement
Il y en a marre de voir ces drames qui se répètent et de continuer à entendre nos États. C'est dramatique, c'est la faute des passeurs. Non, c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'Europe qui est incapable aujourd'hui de s'accorder sur une politique migratoire et de prendre une part de la misère humaine qui lui revient. Merci Yann Manzi, cofondateur délégué général bénévole d'Utopia 56, de nous avoir livré votre témoignage donc, sur ce drame dans la Manche et donc ces 6 corps au moins qui ont été retrouvés à la suite de ce naufrage. Dans l'actualité également, à 16h15, la fin de l'aventure dans le mondial pour les filles de l'équipe de France de football. Elles se sont inclinées aujourd'hui à midi, heure de France, face à l'Australie, le pays hôte, à l'issue de 2 heures de match et d'une séance interminable de tirs au but. La capitaine Wendy Renard est revenue d'ailleurs sur ces tirs au but difficiles. On y a cru. Après le poteau, on revient. Elles ont encore une occasion de tuer le match. Solène l'arrête. Et on se dit, non, aujourd'hui c'est pour nous. Après une fois, 2 fois, la troisième forcément, ça met au fond. Malheureusement pour nous, ça s'arrête ce soir. Je suis fier de ce groupe et de toutes les joueuses qui ont pris leurs responsabilités pour aller tirer le pénalty. On va revenir encore plus fort. On a créé quelque chose depuis le début de la préparation au mois de juin. Et il y a un groupe de qualité. Donc voilà, chaque chose en son temps, mais il y a forcément beaucoup de déceptions. C'est un phénomène que beaucoup de vacanciers cherchent à éviter. Comment échapper à la foule en pleine période estivale? Des pics de fréquentation tels que parfois les acteurs du tourisme, notamment en Ardèche, sont poussés à déployer de nouveaux outils. Là, en l'occurrence, il s'agit de mesurer l'affluence sur la rivière, bien sûr. Oui, c'est le cas. Il y a trop de monde sur l'Ardèche. Nos reporters Chloé Barbeau, Johan Chérif ont suivi les conseils de ce tout nouveau bison futé avant de monter dans leur canoë. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Votre programme avec Tuco Énergie, expert en installation de panneaux photovoltaïques. Plus d'infos sur tucoenergie.fr. Sous le célèbre pont d'Arc, des canoës, beaucoup de canoës. Nous voulons descendre l'Ardèche, mais sans risquer l'embouteillage. Pour cela, les acteurs du tourisme local ont mis en ligne un calendrier, une sorte de bison futé. 3 couleurs, rouge, orange, vert, pour connaître l'affluence sur la rivière. Maintenant, les gens ont un outil qu'ils peuvent utiliser et du coup, en fait, ils peuvent s'informer au moment de leur réservation en ligne, ils peuvent s'informer sur les pics de fréquentation. Après avoir consulté les prévisions, nous décidons de nous jeter à l'eau en fin d'après-midi, au même moment que cette famille. Le fait qu'il y ait moins de monde, on peut passer plus facilement dans les rapides et du coup les enfants sont plus sécurisés à cette heure-là, je pense. Sur les premiers kilomètres, nous naviguons pratiquement seuls au pied des falaises. Mais rapidement, nous rattrapons d'autres embarcations. Elle a rien demandé, la dame. De multiples collisions qui n'ont pas gâché le plaisir de ces vacanciers. Il y a du monde, mais c'est gérable. C'est juste quand on arrive sur les rapides où là, forcément, quand il y en a un qui tombe, ça fait un emboucanement et tout le monde se casse la gueule, quoi. Mais sinon, après, ça va. Voilà, on arrive dans un endroit un petit peu plus calme. Pour une descente loin des foules, ce professionnel nous conseille d'opter pour le parcours le plus long. C'est vraiment l'expérience ultime au sein des gorges de l'Ardèche. Lorsqu'on regarde dans l'eau immédiatement des poissons, avec une faune, une flore qui est exceptionnelle, et puis une protection. Pendant 24 km, on n'a plus de traces humaines, si ce n'est les bivouacs où on peut dormir une nuit. Un parcours de 2 jours, peu choisi par les 200 000 touristes qui pagaient chaque année entre les gorges de l'Ardèche. Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. C'était votre programme avec Tuco Énergie, expert en installation de panneaux photovoltaïques. Plus d'infos sur tucoenergie.fr. On s'en prend une Non, c'est bon. Je vais vous prendre un paquet de chewing-gum. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers. Ma première fois, je me sentais pas prêt en fait. On était 4. J'étais super timide. Mais la prof était top. Maintenant, c'est twice a week.
Osez enfin l'anglais grâce aux classes en ligne Babel Live. À tout moment, la vie peut basculer. Le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, cancer, Alzheimer. Faites avancer la recherche. Léguez sans droit de succession à l'Institut Pasteur. Ensemble, faisons gagner la vie. Demandez la brochure Leg au 0805 215 216 ou sur leg.pasteur.fr. 1, 2, 3, 4. Vous avez pris du poids mais vous ne comprenez pas pourquoi? Alors scannez ce QR code et répondez à notre quiz pour faire le point sur vos habitudes. C'est très simple. Prenez votre téléphone, ouvrez votre appareil photo et scannez ce QR code. Vous n'avez plus qu'à répondre aux questions de notre quiz. Combien de verres d'eau buvez-vous par jour? Combien d'heures dormez-vous par nuit? Et découvrez les facteurs de votre prise de poids. C'est gratuit et sans engagement. Alors scannez ce QR code pour faire le point dès maintenant et reprendre le contrôle de votre vie. Ou rendez-vous sur comegem.fr. comegem.fr. C'est pas vrai. Fou debout, pas chez moi, moi je sens tout. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous si vous voulez. PixPay, c'est la carte de paiement des ados copilotée par les parents. Vous versez son argent sur sa carte, c'est instantané. Il apprend à gérer ses finances, vous suivez ses dépenses. Et en ce moment, découvrez nos éditions limitées One Piece. À commander dès maintenant sur pixpay.fr. Êtes-vous en situation de surpoids ou d'obésité? Pour le savoir, il faut calculer votre IMC, le fameux indice de masse corporelle. Pour le connaître, scannez le QR code juste là. Au-delà de 25, vous êtes probablement en situation de surpoids. Au-delà de 30, en situation d'obésité. Par exemple, Erika avait un IMC de 27,7. Elle était donc en situation de surpoids. Aujourd'hui, grâce à Comegem, Erika a retrouvé un IMC normal de 22,7. Et vous en êtes où? Scannez le QR code là. C'est simple, gratuit et sans engagement. Sinon, il y a le site comegem.fr. Merci, docteur. Alors, à qui le tour? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, appelez le 112. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 100 000 personnes aux gestes qui sauvent. Inscrivez-vous sur groupama.fr. Prendre soin de la planète, c'est tout vous. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement, ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. Vous savez pourquoi on vous dit de taper carglass.fr? Parce que quand on cherche juste Carglass sur Internet, on n'est pas toujours sûr de trouver le vrai site Carglass. Alors si vous ne voulez pas de mauvaises surprises et avoir tous les avantages Carglass, prenez votre téléphone, tapez dans la barre d'adresse qui est juste là, www.carglass.fr, et vous êtes sûr d'être sur le vrai site Carglass. En plus, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass remplace. En isolant et ravalant votre maison par l'extérieur, restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à 55% et bénéficiez d'importantes aides de l'État. Et pour 1 € de plus, une centrale photovoltaïque de 400 watts offerte. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Votre programme avec les aires de recharge électrique Total Énergie pour des vacances sereines.
On fait le point sur votre trafic en ce week-end prolongé, week-end de chasse et croisée pendant les vacances où c'est difficile de rouler. Pic des embouteillages atteint un peu avant midi. On était à 1176 km d'embouteillages cumulés. Et regardez, actuellement, on est tout de même à 738 km. Toujours beaucoup de monde sur la route. On est dans la zone de trafic exceptionnelle et vous le voyez en image avec cette illustration au péage de Beuzeville dans l'Eure en Normandie en direction de Caen. Sur la 13, ça bouchonne. On va voir comment ça se passe du côté de la Gironde. Voilà, on retrouve Yael Kahn qui est allée à la rencontre d'automobilistes sur l'aire de l'Estalo sur la 10. Et oui, c'est compliqué sur les routes en ce week-end de chasse et croisée. La journée est classée rouge dans le sens des départs et on le constate ici au niveau de l'autoroute A10 en direction de Bordeaux où il y a des embouteillages. Les voitures avancent au pas. Une circulation qui s'annonce difficile et ce jusqu'à 20h. Nombreux sont donc les automobilistes qui, las d'être dans les bouchons, ont décidé de s'arrêter ici sur l'aire de l'Estalo pour se restaurer, pour faire une pause. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Ça avançait plus du tout, donc du coup les enfants ils réclamaient à manger, donc du coup on en a profité pour s'arrêter quoi. Ouais, on va commencer ouais, se bouger un peu et pour se promener et repartir après au moins en espérant que ce soit mieux quoi. Mais après c'est partie des vacances on va dire, c'est comme ça, tout on n'a pas le choix donc on va prendre son mal en patience. Ça va le faire. Il va donc falloir s'armer de patience pour celles et ceux qui sont dans les bouchons. Vinci Autoroute tient à rappeler qu'il est important de respecter les limitations de vitesse, la distance de sécurité entre les voitures et insiste sur le fait qu'il est nécessaire de faire une pause toutes les 2 heures. C'était votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. C'était votre programme avec les aires de recharge électrique Total Énergie pour des vacances sereines. À 16h27 sur BFM TV, on regarde la météo. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Bonjour, il va faire chaud, très chaud encore dans les prochaines heures sur le centre-est de la France. Vous verrez que demain, 2 nouveaux départements vont rentrer dans la vigilance orange canicule. Actuellement, le département du Rhône est le seul concerné par ce niveau de vigilance. Mais regardez donc à partir de demain dimanche, on va rajouter 2 nouveaux départements. Il s'agit de l'Ain et de l'Isère en raison des très très fortes chaleurs attendues dans les prochains jours. Plus de 35 degrés l'après-midi et bien souvent des nuits au-delà des 20 degrés. Alors la situation pour cette journée de dimanche, dernière journée de la semaine, un peu nuageuse au réveil, notamment sur un axe allant du sud-ouest au nord-est, avec parfois quelques ondées, notamment vers les Pyrénées. Ce sera assez couvert également pour le début de la journée seulement vers les bords de Manche. Déjà de plus en plus chaud au fil des heures près de la vallée du Rhône et notamment sur les 3 départements en vigilance orange. Et dans l'après-midi, c'est le soleil qui va reprendre l'avantage sur l'ensemble du territoire. On surveillera quand même, attention, les reliefs avec localement quelques développements orageux pour la fin de la journée essentiellement. Les indices UV resteront marqués en raison de l'ensoleillement en hausse, notamment dans le nord-ouest. On va atteindre un indice UV très fort, à extrême d'ailleurs, en repartant vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, touchée donc par les fortes chaleurs. Les températures donc en nette hausse, regardez au réveil, sans doute déjà 21 degrés dans les rues de Lyon. Il va faire en effet déjà bien doux le matin, 23 degrés pour Nice, 15 degrés plus respirable, plus agréable en repartant vers l'ouest. Et dans l'après-midi jusqu'à 36 entre Grenoble et le département du Rhône, en passant évidemment par l'Ain. Il fera 25 à Paris, 22 degrés dans la Manche. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Avec le retour de la chaleur, avec une sécheresse en place déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, évidemment le risque d'incendie reste sous surveillance pour cette nouvelle après-midi, principalement une nouvelle fois autour du pourtour méditerranéen. Mais le risque remonte également progressivement vers le Rhône, très fortement touché par la chaleur. Alors regardez en détail la présence de l'humidité dans nos sols, je vous le rappelle, entre 0 et 40 cm de profondeur. La vallée du Rhône dans le sec, c'est très sec également autour de la Méditerranée, en redescendant vers le sud de l'Europe, alors que les précipitations, les
perturbations nombreuses ces dernières semaines dans le nord de la France ont pu apporter beaucoup d'humidité, notamment entre la Bretagne, la Normandie, le nord du bassin parisien et plus au nord encore vers le Benelux. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 16h30 sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'après-midi info. Ces températures qui grimpent du côté de Lyon où on approche les 40 degrés. On est à 36, 37 degrés. Il fait très chaud dans le Rhône. Météo France a d'ailleurs placé le département depuis midi en vigilance orange pour canicule, auquel s'ajouteront demain les départements de l'Ain et de l'Isère. Nous serons à Lyon avec Alizé Boissin et on en parle en plateau avec Kevin Fleury. Les interrogations nombreuses à Lisieux. Que s'est-il passé dans cette commune du Calvados où le corps d'un principal de collège a été retrouvé hier matin, alerté par une alarme de sécurité? Stéphane Vittel s'est rendu dans son établissement. Il y a perdu la vie. La police n'a pas d'explication à ce stade. Et puis, fin de partie pour les Bleus dans le mondial féminin de football. Les joueuses d'Hervé Renard qui se sont inclinées au tir au but face à l'Australie. Elles échouent une fois encore aux portes de la demi-finale. Le destin a choisi l'Australie, déplore le sélectionneur français qui dit toutefois assumer l'élimination des Françaises. Nous vous le disions en titre, la chaleur s'abat aujourd'hui dans le Rhône. Météo France a placé le département en vigilance orange pour canicule. Les températures annoncées sont très élevées. Vous allez le voir, à Lyon, on cherche à tout prix à se mettre au frais, notamment dans les parcs. C'est ce que Alizé Boissin est allé observer auprès de certains promeneurs aujourd'hui. On a trouvé des courageux, ceux qui avaient quand même envie de faire du vélo, de pédaler sur ces Rosalies. Je suis avec Brice. C'était quoi le programme de l'activité? C'était de chercher de la fraîcheur tout en faisant du vélo? La fraîcheur, se promener dans le parc et on a trouvé les Rosalies et au final c'est plutôt confortable, mais il fait un peu chaud quand même. Hein. Oui, ça va, c'est pas trop dur de s'adapter avec notamment avec des enfants en bas âge avec cette chaleur? Eh ben, il faut occuper les enfants pendant les vacances tout de même. Donc on est sorti, parc de la Tête d'Or et il fait quand même chaud à pédaler sur les Rosalies, on va pas se mentir. Et vous les enfants, ça va, vous avez pas trop chaud là? Un peu. Moi non. Vous le voyez, on continue de chercher la fraîcheur et puis les températures s'annoncent extrêmement élevées. Il fait déjà plus de 30 degrés actuellement et il est attendu jusqu'à 36 degrés aujourd'hui. La fraîcheur à bord des véhicules les plus improbables sur BFM TV, mais c'est quand même très difficile de respirer aujourd'hui à Lyon. Ça va l'être aussi dans les prochaines heures dans d'autres départements, Kevin Fleury. Oui, en effet, il est conseillé d'ailleurs de rester à l'abri durant la pleine journée parce que le soleil est déjà très présent. Il le sera encore dans les prochains jours. Donc là, vous voyez la carte de vigilance orange qui a été émise il y a maintenant plusieurs heures par les services de Météo France. Ça concerne donc une vigilance canicule pour un département et c'est le Rhône. À partir de demain midi, il y aura une extension, donc toujours avec le niveau orange, vers deux départements limitrophes. Il s'agit de l'Ain et de l'Isère parce que sur une large partie du centre-est, et notamment sur ces trois zones, on attend des fortes chaleurs, au-delà des 35 degrés l'après-midi, au-delà des 20-21 degrés la nuit. Et je vous le disais, vraiment, prudence à ces indices qui restent très prononcés concernant les UV. En France, aujourd'hui déjà niveau extrême, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, niveau 11. Mais évidemment, avec cet ensoleillement encore plus généreux dans les prochains jours et notamment demain, c'est toute la France qui se retrouve avec un indice UV élevé et notamment donc les zones touchées par les fortes chaleurs, d'où ce rappel essentiel, plutôt privilégier les endroits ombragés et à l'abri des fortes chaleurs. Kevin, comment ça va évoluer toute cette situation les prochains jours? Eh ben, on n'en est pas débarrassé de ce coup de chaleur. En effet, on craint que davantage de régions soient touchées la semaine prochaine. C'est ce qu'envisagent les modèles météo, donc avec du soleil quasiment partout, peut-être de temps en temps des orages d'ailleurs qui seront à surveiller, mais davantage de régions touchées par un épisode de forte à très forte chaleur, nous dit Météo France, peut-être jusqu'en fin de semaine prochaine. Donc un épisode qui ne fait que commencer et qui durera au moins 5 à 7 jours. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci Kevin Fleury. Que s'est-il passé dans le département du Calvados? Comment expliquer la mort de ce principal dans son collège à Lisieux en pleine vacances scolaires? Alors une enquête a été ouverte afin de lever le mystère sur les minutes qui ont suivi l'arrivée de Stéphane Vittel, alerté par le déclenchement de l'alarme dans l'établissement alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille. Ce sont justement ses proches qui ont découvert son corps inanimé quelques instants plus tard. Une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours. Élise Phillips, Alexia Ferré et Élise Coussemac avec Bernard Rosset. C'est derrière ces portes que le drame s'est produit ce vendredi au lever du jour. Alors qu'il s'apprête à partir en vacances avec sa famille, Stéphane Vittel, principal du collège, reçoit une alerte d'intrusion à 5h59 au sein de son établissement. Arrivé sur les lieux, il s'introduit dans le bâtiment pendant que sa famille patiente dans la voiture. Les minutes passent, sa famille cherche à prendre de ses nouvelles et pénètre à son tour dans l'établissement. Elle y découvre Stéphane, inanimé,
et gisant sur le sol. Il a dit il y a une porte grande ouverte. Et il est reparti avec son portable. Et puis comme ça, on trouvait que c'était long. Ma fille s'impatientait, elle est allée voir et elle l'a trouvé. Elle est allée par terre. Alors elle est sortie en hurlant, il est par terre, il est par terre. Je suis entrée et j'ai fait les massages cardiaques. J'ai donné toutes mes forces pour le refaire revenir, mais j'ai pas réussi. Il y avait de la lumière dans une fenêtre du collège, donc il y a eu une intrusion. Des questions qui restent en suspens. Que s'est-il passé durant ces quelques minutes ? Des premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège, mais pas de désordre au sein de l'établissement. Le département a aussi investi dans les outils numériques et c'est peut-être ce qui pouvait intéresser de potentiels cambrioleurs s'il y avait des cambrioleurs, et ça l'enquête le dira. Mais c'est un collège qui vivait bien, plutôt calme. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Caen. Une autopsie du corps sera réalisée ce lundi afin d'éclaircir les causes du décès. Et nous sommes donc en direct pour évoquer cette affaire. Igor Kardkanzik, bonjour, vous êtes secrétaire général SNUPDEN FSU et vous êtes vous-même principal d'un collège à Caen. Alors, on a vu dans la description qui a été faite par le procureur de la République de l'évolution des faits. Ce sont d'abord la famille de Stéphane Vittel qui découvre son corps, puis ensuite les secours sont en un premier temps appelés sur place avant que la police finalement ne soit prévenue qu'en dernier. Comment est-ce que vous expliquez que les secours soient intervenus si tard, que la police soit prévenue si tard dans l'enclenchement de l'alarme ? Lorsqu'il y a un déclenchement d'alarme, l'intervention des personnels de l'établissement amène bien souvent à vérifier que ce n'est pas dû à un dysfonctionnement, ce qui se produit assez régulièrement. Et nous alertons les services de police après une première vérification, alors en évitant bien évidemment autant que faire se peut de se mettre en danger. Mais parfois nous sommes aussi dans l'expectative et des signaux qui ne sont pas toujours repérables peuvent ne pas nous mettre en alerte. Et on peut imaginer effectivement si la famille de Stéphane est allée voir ce qu'il se passait, c'est qu'il ne devait pas être non plus inquiet. Peut-être pensait-il plus spécifiquement à un dysfonctionnement du système d'alarme. Alors, vous êtes vous-même, on le disait, un proviseur dans un collège. Est-ce que c'est le fonctionnement habituel ? Est-ce que vous-même, vous êtes équipé, par exemple, je ne sais pas, sur votre téléphone, d'une application qui vous alerte en cas d'intrusion, en cas de ce qui pourrait se passer dans l'établissement ? Alors, chaque établissement dispose d'un système qui lui est propre et qui est spécifique aussi aux différents lieux, puisque les collèges sont la propriété des conseils départementaux, les lycées des conseils régionaux, et que les collectivités territoriales, en lien avec les chefs d'établissement, sont responsables de l'installation des systèmes de sécurité. Donc chaque établissement dispose d'un système de sécurité qui lui est spécifique. Alors bien souvent, le système qui a été mis en œuvre à Lisieux correspond à celui qui existe dans de nombreux établissements avec un système d'alerte sur portable qui permet effectivement de mettre en œuvre des procédures de contrôle, de vérification et aussi d'arrêt de l'alarme lorsqu'il s'avère que cette alarme est injustifiée ou au contraire d'alerte des services de police si on a une suspicion de faits malveillants. On imagine, Igor Kardkanzik, que l'ensemble de la communauté éducative doit être en deuil aujourd'hui. Quelle est l'émotion ressentie par les chefs d'établissement qui ont peut-être beaucoup de missions, beaucoup de responsabilités, même au cœur de l'été ? Aujourd'hui, on est vraiment effectivement sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion parce que c'est un drame qui n'aurait pas dû arriver. Et à côté de ceci, je pense que beaucoup d'entre nous disons qu'un jour ou l'autre, on a été confronté à ce type de situation où on s'introduit soit de jour, soit de nuit dans l'établissement parce que l'alarme s'est déclenchée, qu'on va vérifier. Et que finalement, a posteriori, on se dit que la décision prise de se rendre dans l'établissement n'était pas forcément la meilleure et qu'on aurait dû alerter. Alors, c'est toujours très difficile de réagir et de réfléchir sur les améliorations apportées au système sous le coup de l'émotion. Et ce sera certainement à réaliser dans un second temps, une fois que l'ensemble des éléments seront
seront établis. Mais au-delà du drame qui nous accueille aujourd'hui, c'est une véritable question sur laquelle on échange régulièrement avec les collectivités, avec les forces de police. Il existe une convention entre l'éducation nationale, la police, la justice, sur laquelle la surveillance des établissements est peu abordée. On a certainement beaucoup à faire sur les liens et les modalités, les protocoles pour rendre les interventions des personnels des établissements plus sécures. Donc effectivement, ça nous arrive, on est sous le coup de l'émotion, on est sous le coup d'une certaine colère aussi, parce que on se dit que c'est un drame qui n'aurait pas dû arriver. C'est affligeant de voir un collègue qui se trouve tué dans ces circonstances telles qu'on peut aujourd'hui les connaître. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui nous touche tous individuellement, collectivement. Un collègue qui meurt dans l'exercice de sa fonction, ça ne devrait pas arriver. 16h40 dans l'actualité à l'étranger, au moins 80 morts. C'est le bilan qui s'alourdit d'heure en heure à Hawaï après les terribles incendies qui se sont déclarés depuis mardi dans la ville notamment de Lahaina sur l'île de Maui. Plus de 1400 personnes ont été mises à l'abri, mais les disparus sont encore très nombreux dans cette ville, presque totalement ravagée par les flammes. Certains habitants déplorent même de ne pas avoir été avertis du danger par les autorités. Une enquête est justement ouverte sur la gestion de cette crise. Alexia Prunier. Les bras chargés, ces habitants de Maui donnent tout ce qu'ils peuvent. De la nourriture, des boissons, des produits de première nécessité, des draps ou encore des vêtements. Il suffit de regarder tout ce qu'il y a dans votre maison et de vous dire « je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui » et de vous en débarrasser parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont rien. Car les flammes ont tout détruit. La station balnéaire de Lahaina n'existe plus. Habitations, voitures, commerces, tout a brûlé. Les habitants ont dû fuir en panique. Laissant tout derrière eux. Depuis, c'est une île entière qui se mobilise pour aider ces sinistrés. Cette église, par exemple, est ouverte jour et nuit. Plusieurs centaines de personnes évacuées ont pu trouver un refuge temporaire. Pour l'instant, je pense que le plus important, c'est que les gens veulent rentrer chez eux. Ils veulent voir ce qu'il reste de leurs affaires personnelles. Tout ce que nous pouvons leur offrir, c'est de la nourriture, un abri, de l'amour et une oreille attentive à ce qu'ils vivent. Mais rentrer à la maison va prendre du temps. Hier, les autorités ont rouvert la route qui mène à la station balnéaire. Depuis, la file d'attente ne cesse de s'allonger. Des bouchons qui courent sur des dizaines de kilomètres. Sydney, elle, vient tout juste d'arriver chez elle, ou du moins ce qu'il en reste. Au milieu des cendres et des ruines, elle ne comprend toujours pas comment un tel drame a pu se produire. D'habitude, ils mettent en marche les sirènes d'alerte ou ils font quelque chose pour nous avertir. Et là, rien. C'est le bouche à oreille entre voisins qui nous a fait partir. Dans cette radio locale où les appels de détresse affluent, on déplore aussi un manque de communication. Nous avons besoin que les autorités prennent le relais et nous guident sur ce qu'il faut faire. Nous avons des gens qui attendent le moindre contact. Je viens tôt le matin et c'est difficile quand nous n'avons accès à aucune information. Dans ce contexte polémique, une enquête sur la gestion de la crise de cet incendie a été ouverte. Joe Biden a de son côté déclenché l'état de catastrophe naturelle. La guerre en Ukraine se poursuit, cette fois au nord-est du pays. La ville de Kupiansk pourrait retomber aux mains de l'armée russe. C'est ce que craignent certains habitants qui rapportent des avancées des troupes de Moscou alors qu'ils avaient déjà subi l'occupation russe. C'était au début du conflit, avant la libération de la ville par l'armée ukrainienne. Nicolas Coadou et Gabriel Aurillon sont nos envoyés spéciaux en Ukraine. Les forces armées du Kremlin qui sont à l'offensive dans le nord-est du pays, elles se rapprochent désormais de la ville symbolique de Kupiansk puisqu'elles ne sont plus qu'à 9 km. D'ailleurs, en se rendant sur place, on voit bien cette ligne de front qui avance inexorablement avec des bombardements également qui s'intensifient sur les villages dans les faubourgs de Kupiansk et également sur cette ville, à tel point que les autorités ukrainiennes ont demandé aux habitants de près de 17 localités en bordure de Kupiansk d'évacuer le plus rapidement possible tant la dangerosité des combats
combat est devenu intense dans cette région. La ville de Kupiansk, c'est un objectif majeur pour Vladimir Poutine puisque c'est une ville symbole déjà. C'est la première ville qui a été conquise lors de l'invasion à grande échelle en février 2022. Ensuite, c'était l'une des plus grandes villes reconquises par la contre-offensive éclair menée par les forces armées ukrainiennes à l'automne dernier. Alors forcément, les Russes mettent énormément de force pour tenter de reprendre cette ville. Selon les sources de renseignement, il serait plus de 100 000 à tenter d'encercler cette ville de Kupiansk. Les habitants que nous avons pu rencontrer, que ce soit dans les faubourgs de Kupiansk ou dans la ville elle-même, croient bien sûr en la victoire des forces armées ukrainiennes, mais ils sont très inquiets parce qu'ils ont connu l'occupation pendant plusieurs mois des forces armées russes. Ils savent donc la cruauté que certains peuvent avoir. Et il y a un sentiment anti-russe très profond dans cette ville de Kupiansk. En tout cas, les forces armées ukrainiennes continuent de se défendre coûte que coûte, mais on sent une certaine fébrilité chez les forces armées ukrainiennes. Pour vous donner un exemple, avec Gabriel Orion qui m'accompagne lors de notre reportage dans les faubourgs de Kupiansk, nous avons été arrêtés pendant près de 2 heures par les forces armées ukrainiennes qui pensaient que nous étions des espions, peut-être à la solde de l'ennemi. C'est quelque chose qui nous était jamais arrivé en près d'1 an et demi de guerre et ça témoigne bien de la fébrilité des forces armées ukrainiennes dans cette zone. Et on fait le point sur cette situation avec vous, général Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV. On le disait, plus de 100 000 soldats russes pour reprendre Kupiansk. Est-ce que la ville risque réellement de retomber prochainement aux mains des Russes ? Oui, c'est un fait qui n'est pas à exclure. On sent que les Russes exercent une très forte pression dans cette région. La question est de savoir s'ils veulent se limiter à reprendre Kupiansk ou s'ils veulent aller au-delà, et notamment vers Kharkiv, qui est la 2e ville de l'Ukraine. Donc, une inquiétude légitime pour les Ukrainiens de ce côté-là, avec des combats d'une rare intensité qui démontrent bien que Moscou n'a aucunement l'intention de perdre cette guerre. Général Pellistrandi, un front qui est très large en Ukraine, puisqu'on apprend qu'un bombardement, une nouvelle attaque a eu lieu sur le pont de Kerch. C'est le pont qui relie la Crimée au continent russe. Moscou, d'ailleurs, promet de répondre à ces attaques attribuées à l'Ukraine. Alors oui, le pont de Kerch, c'est ce fameux pont qui a été inauguré par Vladimir Poutine en 2018 et qui rattachait physiquement donc la péninsule de Crimée au reste du continent russe. Et donc, à plusieurs reprises, ce pont a fait l'objet d'attaques. Alors, c'est un double pont. Il y a un pont ferroviaire et un pont routier. Et les Ukrainiens, sans le revendiquer, à plusieurs reprises, ont endommagé ce pont. Et aujourd'hui encore, effectivement, il y aurait eu 2 missiles ukrainiens qui auraient frappé le pont. Alors, selon les dires de Moscou, ces missiles auraient été abattus. Il y a pourtant des images qui laissent à penser quand même que la cible a été atteinte. En tout cas, c'est une cible à très haute valeur, pas seulement symbolique, mais également stratégique, parce que c'est en fait ce qui permet à la logistique militaire russe de pouvoir aller vers la Crimée. Donc les Ukrainiens ont toutes les bonnes raisons tactiques de vouloir endommager ce pont, parce que cela veut dire que c'est à la coupe des flux logistiques. Maintenant, quand Moscou dit qu'il s'agit d'un acte terroriste, le pont, il n'y a pas eu de victimes. Et les actes terroristes, ce sont bien sûr les Russes qui commettent tous les jours en bombardant les populations civiles. Merci Général Pellistrandi, consultant défense BFM TV, de nous avoir livré votre expertise cet après-midi. 16h48 dans l'actualité, dans l'après-info, il y a également du football féminin. Et les Australiennes qui décidément ont bien coupé les jambes aux Bleus aujourd'hui. Fin de partie pour les Françaises au mondial de football à Brisbane. Les joueuses d'Hervé Renard qui se sont inclinées au tir au but, un épisode très long, difficile que ces tirs au but. Retour sur ce match qui nous a tenus en haleine jusqu'à la toute dernière seconde, Thomas. Oui, on l'a suivi avec de très les près équipes de RMC Sport. 3 fois de suite, 3 éditions que l'équipe de France échoue en quart de finale de la Coupe du Monde. La déception est immense. C'est le football, il faut retenir le positif, même si c'est difficile ce soir. On est très déçus, on est un peu abattus parce qu'on voulait aller plus loin. D'autant que les Bleus y ont cru jusqu'au bout après un match disputé et un score de 0-0 après les prolongations. C'est au terme d'une séance de tir au but suffocante que tout se joue. 10 tireuses de chaque côté, 2 gardiennes survoltées, l'Australienne Arnold et la Française Durand.
On y a cru. Après le poteau, on revient. Elles ont encore une occasion de tuer le match. Solène l'arrête. Et on se dit, non, aujourd'hui c'est pour nous. Après une fois, 2 fois, la troisième forcément, ça met au fond. Résultat, 7 tirs au but à 6 pour le pays hôte. Place déjà à la remise en question et à la projection chez les tricolores. Ce soir, il manque un petit quelque chose, c'est à moi d'aller chercher ce petit quelque chose. Donc la responsabilité, elle me revient. Mais il faut continuer à avancer et garder cet état d'esprit et ça payera. Et les prochaines échéances arriveront très vite. La Ligue des Nations début 2024 et surtout les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. D'ailleurs, pas revanchard, Emmanuel Macron a promis qu'il supporterait l'Australie lors des demi-finales. L'Australie qui jouera face à l'Angleterre. Bet is a bet, a tweeté le président sur X, anciennement Twitter. C'est l'heure à 16h49 sur BFM TV de regarder la recette avec un chef de Ronald Guintrange qui se prête au jeu pour créer des œufs à la neige aujourd'hui. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Ravi de vous retrouver, je suis avec le chef pâtissier Pierre Chirac. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Chef pâtissier de la chef doublement étoilée Stéphanie Lequelec et de cette maison. Que fait-on aujourd'hui? Et tu peux parler dans le micro, chef. On va réaliser ensemble un œuf à la neige, crème anglaise amaretto, accompagné avec des petites cerises de saison. Tu vois, c'est vraiment la texture, c'est bien mousse à raser, quoi. Et donc là, on part au four. D'accord. 165 degrés. 4 minutes. Ah oui, c'est court. C'est court. Là, on va tailler les cerises. D'accord. Et après, on sera prêt pour dresser. D'accord. Pour éviter de perdre du temps à dénoyauter, on vient couper les cerises. Sur les côtés. Voilà, exactement. J'aurais fait pareil. Voilà. Pas effectivement. Donc maintenant, on va les dresser avec le résultat de la cuisson. Exactement. Et est-ce que tu as une consigne pour placer les cerises? On va placer les cerises tout en dessous. C'est la cherry under the cake. Exactement. Le plus centré possible. Centré possible. Ouais. On va mettre la crème anglaise. D'accord. Et donc nous, on a décidé de l'aromatiser aujourd'hui à l'amaretto. Et là, un nuage. On va venir délicatement. Ah ouais. Oh là là. La petite touche du chef, c'est qu'on va finir avec un petit jus de cerise. D'accord. Je suis toujours nul ou pas? C'est pas mal. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Bon été. Votre programme est fini depuis 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. On vous le disait, aujourd'hui, il fait très chaud dans le Rhône. Ça va continuer également demain en ajoutant les départements de l'Ain et de l'Isère, également bientôt donc en vigilance à la canicule orange. Alors que faire quand il fait trop chaud pour se désaltérer? Est-ce qu'il faut boire froid? Est-ce qu'il faut boire chaud, comme le font les Touaregs dans le désert? On va voir la réponse, heureusement, avec Margot de Frouville et le docteur Alain Ducardonnet dans votre chronique. Prenez soin de vous. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Quand il fait chaud, quand il fait soif, vaut-il mieux boire chaud, très chaud, comme les Touaregs qui se désaltèrent en fait de thé brûlant, ou au contraire, est-ce qu'il faut boire très glacé? Il semblerait que la réponse soit au milieu. En effet, le fait de boire chaud va augmenter la température de notre corps, la thermorégulation va s'activer pour nous maintenir à 37 degrés. Et concrètement, on va transpirer, la sudation va se mettre en place pour permettre d'évacuer la chaleur au prix d'une déshydratation plus ou moins notable. Et ça peut être encore plus marqué si vous buvez en fait du thé ou du café, parce que ces boissons sont diurétiques et donc ça augmente la déshydratation. Alors par contre, si on boit très glacé, ça va être très agréable, vous savez, cette sensation de fraîcheur, qui dure d'ailleurs pas très longtemps, tout simplement parce que vous allez donner de fausses informations à vos récepteurs, à votre thermorégulation, ils vont croire qu'en fait il fait froid. En effet, la transpiration va ralentir, voire se bloquer. Or, c'est justement cette transpiration qui permet d'évacuer la chaleur et en plus, ça va donner un faux signal à notre corps de s'activer, de mobiliser l'énergie pour se réchauffer. L'idéal en fait est au milieu, ça serait de boire à température ambiante, 13 à 14 degrés. Ça vous permet à la fois de vous hydrater et puis de vous désaltérer. Et en plus, ça empêche que l'organisme travaille en permanence pour essayer
essayer de garder cette fameuse température interne de 37 degrés. Alors, il ne s'agit pas de renoncer à votre café ou thé ou à une citronnade bien fraîche l'après-midi. L'important est de trouver un équilibre tout au long d'une journée très chaude. Et puis on termine avec 2 petits conseils. Le premier, c'est boire sans soif, plutôt de l'eau d'ailleurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir cette sensation de soif, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez déjà une dette hydrique de 20%. Et donc l'idéal, c'est de boire en fait régulièrement et avec des petites gorgées. Bon, à santé Margot. Et prenez soin de vous. Votre programme est fini depuis 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Découvrez le t-shirt Perco qui soulage le dos. Grâce à l'action de ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles. Il accompagne vos mouvements en toute discrétion. Et pour vos nuits, essayez le matelas Perco qui soulage le dos. Conçu avec des professionnels de santé, il soulage vos points de tension et réduit les contraintes sur votre dos. 87% des utilisateurs déclarent avoir réduit leur douleur. Profitez vite de nos offres d'été sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Dragon Ball l'intégrale. Redécouvrez les origines du héros le plus mythique de la culture manga et revivez ses aventures à travers une édition collector grand format. Tous les 15 jours, suivez les aventures de Son Goku depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte avec des pages couleurs, un poster et des bonus pour tout connaître de l'univers Dragon Ball. Le numéro 1, 3,99 € seulement. Bon anniversaire! Des moments de vie rendus possibles par la recherche médicale. Donnez du sens à votre patrimoine en faisant un leg à la Fondation pour la recherche médicale. Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez Marion de la Fondation pour la recherche médicale au 0805 216 216 ou sur frm.org. Êtes-vous en situation de surpoids ou d'obésité? Pour le savoir, il faut calculer votre IMC, le fameux indice de masse corporelle. Pour le connaître, scannez le QR code juste là. Au-delà de 25, vous êtes probablement en situation de surpoids. Au-delà de 30, en situation d'obésité. Par exemple, Erika avait un IMC de 27,7. Elle était donc en situation de surpoids. Aujourd'hui, grâce à Comme J'aime, Erika a retrouvé un IMC normal de 22,7. Et vous en êtes où? Scannez le QR code là. C'est simple, gratuit et sans engagement. Sinon, il y a le site commej'aime.fr. Muchas gracias por la clase. Nos vemos la próxima. Adiós. Muy bien. Muy bien. Fantastico. Pratiquez votre nouvelle langue avec de vrais professeurs. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. Et si nos histoires de veines s'écrivaient avec Daflon? Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Pour 5 900 €, équipez-vous de panneaux solaires. Installation, matériel, démarche, SAV et garantie. Pour 5 900 €, tout est compris. Découvrez l'offre de notre partenaire Avison. Produisez enfin votre propre énergie et faites des économies. C'est ça, un bon plan Carrefour Énergie. Prendre soin de la planète, c'est tout beau, mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement, ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On est prêts. Qu'il soit midi ou minuit, notre passion pour les Jeux de Paris 2024 rayonnera. Aujourd'hui, nous déclarons à l'unisson. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Prêts à accueillir le monde, à faire de ces Jeux une fête. Ouais, pour le budget, on est à peu près là. On avait dit. Alors, là. Ah, et puis des placards qui s'ouvrent comme ça. Ou bien comme ça. Et on la pose nous-mêmes.
ou pas. D'accord. Plan, devis, fabrication, poste de votre cuisine. Avec SoCook, tout est clair, même si vous ne l'êtes pas toujours. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Jusqu'au 31 octobre chez Total Energy, profitez d'une remise spéciale électricité de 5% sur le prix du kilowattheure. Il est bientôt 17h sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. La sidération à Lisieux dans le Calvados, un principal a été retrouvé mort par sa famille dans son collège alors qu'il s'était rendu après le déclenchement d'une alarme. Sa mort est considérée comme suspecte par la police. 36, 37 degrés, voire plus, en plein soleil aujourd'hui à Lyon. Il fait très chaud dans le Rhône. Météo France a placé le département en vigilance orange pour canicule dès midi et il sera rejoint demain par l'Ain et l'Isère. Plus de détails dans ce journal. Les recherches se poursuivent dans la Manche pour tenter de retrouver des rescapés du naufrage qui a fait au moins 6 morts et 2 disparus. 55 migrants ont pu être pris en charge par les secours. On retrouvera le ministre de la mer, Hervé de Berville, qui va faire une conférence de presse dans les prochaines minutes. Ce principal de collège était sur la route des vacances. Stéphane Vittel a été alerté par une alarme de sécurité. Il s'est rendu dans son établissement. C'est sa famille qui a retrouvé son corps. Chloé Giraud est sur place pour BFM TV. Elle nous explique les détails et notamment l'autopsie qui doit avoir lieu dans les prochains jours pour déterminer les causes exactes de la mort du principal. Effectivement, et cette autopsie, on le sait désormais, elle aura lieu lundi. Et suite à cette autopsie, le parquet de Lisieux devrait communiquer cette autopsie qui pourrait effectivement permettre d'en savoir plus sur le décès de Stéphane Vittel. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il était un peu plus tôt que 7 heures vendredi matin et que ce principal était en train de prendre la route des vacances avec sa famille lorsqu'il reçoit une alerte sur son téléphone lui indiquant que l'alarme anti-intrusion de son collège a été déclenché. Il décide donc de faire demi-tour et de se rendre ici pour vérifier ce qu'il se passe. Il entre à l'intérieur du collège seul. Sa famille, elle, attend dans la voiture, mais au bout de longues minutes, sa famille commence à s'inquiéter et c'est donc sa fille qui pénètre à l'intérieur de l'établissement et qui va découvrir le corps de son père à terre et inanimé. Ensuite, sa femme va lui prodiguer les premiers secours, notamment des massages cardiaques en vain. Les secours également vont échouer à ranimer ce principal qui était donc âgé de 48 ans. Dans un premier temps, la piste de la crise cardiaque a été examinée, mais elle a été rapidement écartée car cette mort est désormais considérée comme suspecte par le parquet. Il y aura donc cette autopsie qui devra être effectuée lundi. Le parquet qui a également communiqué des premiers éléments de première précision, notamment sur le fait qu'une trace d'effraction avait été constatée sur l'une des portes secondaires de ce collège, mais en revanche, pas de désordre constaté à l'intérieur du collège. En tout cas, les investigations sont en cours menées par la police judiciaire de Caen depuis le début de l'après-midi et même depuis ce matin. On voit des officiers de cette police judiciaire qui sont présents ici dans l'établissement et aux alentours et qui notamment effectue des constatations tout autour du collège. Merci Chloé Giraud pour ces derniers éléments concernant donc cette enquête. Vous êtes avec Simon Pires de Souza à Lisieux, en direct pour BFM TV. Bonjour Agnès Andersen, vous êtes secrétaire générale du syndicat Indépendance et direction FO. Tout d'abord, on aimerait avoir votre réaction évidemment à l'annonce de ce drame. Oui, bonjour. Eh bien, tout d'abord, je voudrais rapporter tout mon soutien et toute ma solidarité à la famille de notre collègue et à la communauté éducative du collège. On se sent particulièrement touchés, d'autant plus que je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné dans sa carrière, était confronté à un déclenchement d'alarme pour lesquels il s'est rendu sur place pour vérifier que tout se passait bien, tout simplement parce que dans un certain nombre de cas, les alarmes anti-intrusion sont parfois pas très bien réglées et se déclenchent au passage d'un animal, comme j'ai pu le connaître dans un de mes premiers postes. Voilà.
Maintenant, c'est vrai qu'on attend de savoir quelles seront les conclusions de l'enquête. Agnès Andersen, vous voulez dire que c'est normal qu'un chef d'établissement se sente obligé de rebrousser chemin en vacances car l'alarme s'est déclenchée dans son collège ? Alors, je ne dirais pas que c'est normal, mais là, si vous voulez, on touche bien tout ce qui fait une des caractéristiques de notre profession, c'est-à-dire un très grand professionnalisme, un très grand investissement. Maintenant, je crois que le sujet qui se pose, c'est bien la question de la sécurisation des établissements en dehors des périodes ouvrées. Parce que il y a quand même les propriétaires des bâtiments, des collèges et des lycées, ce sont les collectivités territoriales. Et parfois, ces mêmes collectivités semblent ignorer que les personnels de direction ne sont pas des gardiens, ne sont pas des concierges. Voilà. Pour ce qui concerne les alarmes anti-intrusion, en fait, il y a des configurations assez différentes. Vous pouvez avoir des établissements où il y a simplement une alarme anti-intrusion qui se déclenche. Vous pouvez avoir des établissements où vous avez un système anti-intrusion qui se déclenche et qui est relayé à une société de sécurité qui, elle, va se déplacer pour faire les constatations, savoir s'il y a une intrusion ou s'il n'y a pas intrusion, et ensuite prendre les dispositions. Mais ce qu'il faut savoir, pourquoi y a-t-il ces différences de système ? C'est aussi pour des questions de coût. Un système d'alarme relayé à une société de sécurité, ça a bien entendu un autre coût qu'un simple système d'alarme. Et tout ça, c'est financé par les collectivités territoriales. Et je pense que c'est bien cette question-là qui se pose. C'est comment est-ce que la sécurisation des établissements, en dehors des périodes ouvrées, c'est-à-dire vous avez les nuits également, vous avez les périodes de vacances, les périodes de week-end, comment est-ce que ça c'est financé ? Trop souvent, les personnels de direction, finalement, les principaux, les proviseurs adjoints, principaux adjoints, on se retrouve à être un peu les variables d'ajustement, et parce que l'investissement n'a pas été suffisant, eh bien, comme on veut que ça marche, parfois on va prendre des initiatives qui sont peut-être pas idéales, mais voilà, c'est un peu notre fonctionnement parfois. Forcément, ce décès qui intervient en plein cœur des vacances scolaires choque toute la communauté éducative, mais au-delà, tous les habitants de cette commune. Les hommages se multiplient, la population reste sous le choc. La mairie a, elle, décidé d'ouvrir la salle des fêtes pour permettre à chacun de venir s'y recueillir. Alexia Avril, Élise Phillips avec Alexia Ferret. Un homme dévoué. C'est ainsi que ses élèves décrivent Stéphane Vittel, le principal de leur collège, retrouvé mort hier matin. Pour eux, il était de tous les combats. Il était très souvent là pour ses élèves, il luttait contre le harcèlement, il voulait vraiment faire filer droit le collège, il était là pour ça, il était tout le temps là pour ses élèves, franchement un bon proviseur. Il était souvent au portail, souvent présent dans les couloirs, il se promenait, il montrait des preuves qu'au collège, il voulait qu'on réussisse. Décrit comme strict, il n'en était pas moins disponible et à l'écoute, un interlocuteur important pour les parents d'élèves, à l'image de la maman de Tom, qui tenait à exprimer son soutien à la famille du défunt. De voir sa femme et sa fille, de découvrir son mari et son père comme ça, moi ça me choque de voir ça. Non mais c'est vrai, c'est choquant de voir ça. On n'est pas en sécurité ici, à Lisieux, c'est incroyable de voir ça. C'était un directeur très, je le dis encore, c'était un directeur très gentil, voilà. Comme elle, de nombreux habitants du quartier sont venus rendre hommage au principal. Tous s'interrogent sur les circonstances du drame. Si c'est une crise cardiaque, à quoi est due sa crise cardiaque ? Si c'est par rapport à l'intrusion qu'il y a eu ou... voilà, c'est... J'espère qu'ils vont retrouver les personnes qui ont fait ça, quoi. Une cellule d'écoute sera mise en place dès la semaine du 21 août pour les enseignants. Les élèves pourront s'y rendre le jour de la rentrée des classes.
À 17h08 sur BFM TV, cette nouvelle alerte canicule dans 2 départements supplémentaires. Il y a le Rhône, aujourd'hui placé en vigilance orange. Demain midi, l'Ain et l'Isère seront également placés en vigilance orange par Météo France. Lyon et ses environs subissent en ce moment la vague de chaleur qui pourrait atteindre les 37 degrés aujourd'hui, Lounis Kelaf. À Lyon, sur les quais, là où l'air est habituellement un peu plus frais, personne sur les bords du Rhône. Aux heures les plus chaudes de la journée, les péniches ne s'attendent pas à une forte affluence. On essaye de voir un peu au niveau du monde qu'il y a sur les quais. C'est vrai que les péniches, on regarde vachement ça, s'il y a beaucoup de passages ou pas. On va pas avoir grand monde sur les quais jusqu'à, on va dire, 19h, 20h. Avec jusqu'à 37 degrés aujourd'hui dans le département, les Lyonnais adaptent leur déplacement face à ces chaleurs caniculaires. Est-ce que vous cherchez des points d'eau, des points d'ombre ? Ouais, les points d'ombre, c'est pour ça la Tête d'Or, c'est vraiment bien. Quand même plein d'espace et vachement à l'ombre, pas trop loin de l'eau, donc ça rafraîchit un peu. Déjà rien qu'avec les chiens et tout, c'est compliqué de les sortir avec la chaleur. C'est-à-dire qu'il faut prendre pas mal d'eau et tout. Nous, on a prévu d'aller à la piscine au bord des quais tout à l'heure, et là on fait un petit tour au parc de la Tête d'Or. Le Rhône a déjà connu une alerte orange à la canicule début juillet. Face à ce nouvel épisode de forte chaleur, le gouvernement veut préserver les personnes les plus vulnérables. On a mis en place évidemment des plans canicule à la fois dans les EHPAD, il y a 600 000 Français qui sont dans nos EHPAD, et évidemment à domicile, où l'idée c'est que les gens puissent s'inscrire. On a des registres de manière à identifier les personnes qui seraient en situation de vulnérabilité, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes avec des maladies chroniques, de manière à ce qu'elles soient contactées et appelées. Une fois installé, ce nouvel épisode caniculaire devrait durer. Le record de chaleur date d'août 2003. Le mercure avait atteint les 40,5 degrés. On en vient à présent à ce drame dans la Manche avec ce nouveau bilan, au moins 6 morts et 2 disparus après le naufrage d'un bateau qui transportait des migrants. Vous le voyez sur ces images en direct. Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer, est actuellement sur place à Calais, où il doit prendre la parole dans un instant pour éclaircir les situations, les circonstances de ce naufrage. Il est actuellement au port de Calais. Il échange avec les équipes qui ont participé aux opérations de sauvetage. Voilà le secrétaire d'État qui salue évidemment tous les responsables de ces secours qui sont à pied d'œuvre avec ces multiplications de sauvetage dans la Manche, ces passages de plus en plus récurrents. Regardez également cette réaction de la première ministre Elisabeth Borne sur le réseau social X, anciennement Twitter. Elisabeth Borne qui a adressé ses pensées. Mes pensées vont aux victimes, a réagi la première ministre. Voilà pour les mots d'Elisabeth Borne qui a donc annoncé en effet l'arrivée d'Hervé Berville sur place à Calais. Donc en ce moment, avant de prendre la parole dans un tout petit instant. Et nous sommes en direct avec Olivier Folck. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes pêcheur à Calais, président de l'association du loup de mer. Olivier Folck, d'abord, est-ce qu'il y a encore un espoir de pouvoir retrouver des survivants ? En fait, pas trop, parce que les faits se sont déroulés cette nuit. Moi, je n'étais pas sur place, mais on a tout fait par téléphone. J'ai mon collègue qui est parti au large, justement, tout à l'heure, auprès des secours. Il y avait 8 bateaux sur l'eau. Et il y a une bonne heure, mais la mer, elle est trop déchaînée, quoi. On a force 5 à 6 bien établie et en même temps des creux entre 2 et 3 mètres. Et franchement, même pour arriver au large, pour des bateaux qui font 10 mètres, comme nos bateaux, très puissants, ça a été quand même un peu chaud pour arriver sur place, quoi. Alors, vous n'êtes pas à l'heure actuelle à Calais, mais vous habitez bien à Calais, vous prenez la mer là-bas. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait de plus en plus de tentatives de passage dans la Manche ? Ouais, effectivement. Moi, j'habite à un petit village à l'est de Calais, où il y a beaucoup de départs. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disaient justement qu'il y a énormément de passages la nuit à pied de petits groupes de migrants qui vont se cacher dans les dunes et ils attendent les taxi-boats qui partent en fait, avant la tombée de la nuit. Et ils attendent et ils s'envoient des messages. Et après, les migrants sortent des dunes pour monter dans les bateaux et tenter de traverser la Manche. Et vous en avez sauvé vous-même quelques-uns ? Oui, exactement. Au mois de novembre, j'étais en mer en reportage justement. Et en fait, il y a des migrants qui ont été passés par-dessus bord un bateau. Et heureusement, je sentais les choses arriver parce que c'était un peu chaud dans les différents taxi-boats.
a priori, ils n'auraient pas payé leur place et ils ont été mis à l'eau. Le temps qu'on intervienne, tout ça, ils étaient en train de se noyer. Donc j'ai réussi à y sortir, mais bon, 2-3 minutes après, ils étaient noyés. Donc on l'entend, voilà, vous en tant que pêcheur, vous êtes sollicité par les autorités pour parfois participer à des sauvetages. Vous en rencontrez vous-même. Les autorités anglaises ont recensé 755 arrivées ce jeudi. Est-ce que ces traversées sont de plus importantes, en particulier cette année, ces derniers mois, par rapport aux années précédentes? En fait, le contexte est un peu différent. Parce que nous, on fait des sorties pêche en mer avec nos adhérents. Donc, tous les week-ends, on sort. Et ça fait 3 semaines. C'est très, très, très compliqué de sortir les bateaux parce qu'il y a tout le temps du vent. Mais tout le temps. Et par rapport à ce que nous, on voit sur Calais, en tant que Calaisiens, c'est qu'en fait, ça s'amasse un petit peu. Il y a de plus en plus de migrants qui restent autour de Calais avec des sacs à dos et autres. Et en fait, c'est parce que c'est des reports de traversée qui ont été faites pendant la nuit. Ils n'ont pas pu partir. Et du coup, au lieu de repartir en Belgique, parce qu'ils sont beaucoup sur la frontière belge, en fait, au lieu de repartir là-bas, ils restent sur place. Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde depuis quelques temps, des femmes, des enfants, avec des sacs à dos. Et quand nous, on les voit le matin, même en partant travailler, on voit sur le bord de la route, on les voit à pied avec les sacs à dos, les enfants, même avec les pieds mouillés, on les voit bien. Et en fait, ce qui s'est passé, dès qu'il y a une ouverture météo de quelques heures ou d'une journée, tout le monde essaye de passer, quoi. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec eux, à leur expliquer peut-être les dangers aussi que représente la traversée de cette mer? Alors vous expliquez les conditions un peu exceptionnelles ces derniers temps avec ces tempêtes, ces gros creux de vagues, mais est-ce que vraiment vous arrivez à les dissuader de traverser? Non, vous savez, moi j'en ai rencontré plusieurs avec qui j'ai discuté même en mer, même des taxi-bots, j'en ai déjà croisé, j'ai discuté avec eux, tout ça. Mais vous savez, ils ont parcouru des milliers de kilomètres semés d'embûches. De où ils sont, on voit les côtes anglaises, ils se disent on n'est pas à une mer à traverser et on a réussi à faire traverser la Méditerranée et peut-être des endroits encore même plus durs peut-être. Et ils se disent de toute façon c'est là devant nous, on va y aller. Mais sauf que le passage il est très très dangereux. Vous, Olivier Folck, vous nous expliquez que vous en avez sauvé. Est-ce que certains ont tenté de monter à bord de votre chalutier pour tenter une traversée, voire de vous solliciter? Non, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, ils passent à côté de nous, ils nous font signe, tout ça, mais ils cherchent pas le contact avec nous. Au contraire, quand ils passent, ils nous font signe. Même les passeurs, de toute façon, on les voit, ils ont des cagoules. De toute façon, on arrive bien à dissocier les passeurs et les migrants qui essayent de traverser. On arrive vraiment bien à distinguer et ils nous disent bonjour, ils passent. Eux, ce qu'ils demandent, c'est de traverser, vous savez. Tout le temps qu'on les embête pas, qu'on les dérange pas, voilà quoi. Mais à savoir que c'est des bateaux qui vont vraiment pas très vite. Ils sont à 4 ou 5 nœuds maximum, donc ça fait moins de 10 km/h. Nous, on a des bateaux qui tournent à 50, 60 km/h sur l'eau. Et ça m'est arrivé qu'il y a un bateau de passeur, un taxi-bot, qui a essayé de venir au contact pour me dire « tu me gênes, décale-toi ». Ah oui. Mais dans aucun cas, ils ont été agressifs avec nous. Mais si ces passeurs, vous les voyez passer de si près, à une allure finalement pas très rapide, comment expliquer qu'ils continuent de faire passer ces migrants sans être finalement arrêtés? On sait qu'il y a une grande collaboration entre les autorités françaises et britanniques dans la Manche. Comment ça se fait que ce trafic humain continue? En fait, c'est très simple. C'est la loi sur l'eau, c'est la loi internationale sur l'eau. Quelqu'un qui est dans un bateau sur l'eau, vous ne pouvez pas l'empêcher de passer, avec papier ou sans papier. Alors, arrivé à la côte, vous pouvez le contrôler, mais ils sont dans des eaux internationales. De toute façon, c'est la loi partout dans le monde. Et en fait, vous ne pouvez pas les empêcher de passer. C'est comme ça. Donc, nous on est contrôlés régulièrement, tout ce qui est matériel de sécurité, les permis, tout ça. Par contre, les taxi-bots, nous, on les connaît, on les voit. Ils sortent la nuit, ils sont à 2-3 par bateau, on le sait.
on les contrôle pas. Ils n'ont pas de papier, il n'y a pas de matériel de sécurité, il n'y a rien. C'est hyper dangereux. Alors, Olivier Folck, oui. vous êtes un marin expérimenté. Faut-il rappeler à quel point la traversée de la Manche est périlleuse? Quels sont les dangers et la puissance du courant qu'il y a dans cette mer? Pour donner une idée, à la pointe du Cap Griné, c'est l'endroit le plus près de l'Angleterre, il y a 37 km. Il y a des pointes qui peuvent aller jusqu'à 5 nœuds. 5 nœuds, c'est 8-9 km/h. Donc, alors ça dure qu'une heure ou deux. Hein. Mais alors, il y a le courant, le trafic maritime qui est intense. On ne peut pas imaginer, mais c'est un cargo tous les 3 ou 4 minutes qui passe à côté de vous. Alors, il y a les plus gros porte-containers du monde qui passent à côté de nous. Donc, il y a des vagues qui font entre 2 et 3 mètres des creux. Et il y a tout. Les vents, ils sont très changeants. Les vents tournent assez facilement dans la Manche parce que c'est un couloir. En fait, il y a beaucoup de choses. Et la température de l'eau. L'eau, en ce moment, là, ça va, elle est à 17-18 degrés. Mais dans 3-4 mois, ça va vite redescendre à 10-11 degrés. Des conditions qui peuvent être évidemment fatales donc, aux prétendants à l'exil. Vous voyez ces personnes en détresse qui essayent de traverser. Est-ce qu'il y a des jeunes enfants? Est-ce que vous avez pu apercevoir des personnes qui étaient vraiment en famille et qui, malgré tout, essayaient de traverser? Ah oui, moi j'en ai vu, mais vraiment, quand j'ai plus d'une fois, c'est des dizaines et des dizaines de fois, même en se baladant à l'est de Calais, quand même, il y a beaucoup de départs. Rien qu'en allant courir ou faire du vélo sur la plage, vous voyez les taxi-bots et vous voyez les familles rentrer dans l'eau jusqu'à la taille, parce que la loi sur l'eau empêche la police et la gendarmerie de les sortir de l'eau. Ils rentrent dans l'eau, ils attendent que le taxi-bot. Mais ça peut être à une eau à 10 degrés. Moi, j'ai vu à 4-5 degrés rentrer dans l'eau et pendant une demi-heure comme ça. Alors, ils sont à la limite de l'hypothermie, mais ils prennent vraiment tous les risques. C'est leur dernière ligne droite pour arriver en Angleterre. Merci beaucoup Olivier Folck. Vous êtes marin à Calais. Merci beaucoup d'avoir participé et de nous avoir raconté votre témoignage en tant que marin calaisien, mais également avec plaisir. Président de l'association des loups de mer à Calais. Donc vous voyez passer ces migrants quotidiennement et en ce moment sur ces images, vous voyez le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, en train d'échanger quelques mots avec les secouristes en mer, avec les pompiers et les premiers secours qui sont à Calais. Le ministre, le secrétaire d'État Hervé Berville qui doit prendre la parole dans les prochaines minutes. On y reviendra sur BFM TV, vous le voyez sur ces images. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, à Hawaï, on compte les morts. Au moins 80 habitants qui ont péri dans les flammes qui se sont emparées, qui ont ravagé une bonne partie d'une île qui se trouve à Hawaï. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir après ces incendies monstres. Le gouverneur de l'État parle de la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire, alors que la justice américaine a ouvert hier une enquête. Antoine Hollard, la justice cherche à comprendre dans quelles conditions est-ce que la gestion de crise s'est exercée par les autorités sur place. Oui, mardi, lorsque le feu s'est déclaré, les autorités ont été totalement prises de court et débordées. Ça paraît assez incroyable, mais personne ce jour-là n'a pensé à activer les sirènes. Sur l'île de Maui, il y a 80 sirènes qu'on utilise souvent pour les alertes au tsunami. C'est un système très efficace pour prévenir les habitants du danger. Là, elles n'ont pas été déclenchées. Alors, il y a quand même des messages d'alerte qui ont été envoyés sur les téléphones portables, mais ces messages sont arrivés tardivement, trop tard pour beaucoup d'habitants qui, à ce moment-là, étaient déjà pris au piège et qui n'ont pas eu le temps de fuir pour se mettre à l'abri, surtout que l'incendie s'est propagé extrêmement rapidement. Autre défaillance sur la gestion des pompiers. Les effectifs ont été dispersés aux 4 coins de l'île et lorsque les flammes ont commencé à dévaler sur la ville de Lahaina, il n'y avait plus un seul pompier pour protéger cette station balnéaire, cette grosse station balnéaire, 12 000 habitants. Lahaina, vous le savez, a été entièrement ravagée. Enfin, de façon plus générale, il apparaît que les autorités ont sous-estimé le danger. Dans un rapport publié l'an dernier, le risque de méga-feu était jugé faible. Du coup, il n'y avait pas vraiment de plan d'urgence, pas de procédure pour faire face à ce type de catastrophe. La procureure d'Hawaï a donc décidé hier d'ouvrir une enquête sur la gestion
gestion de la crise pour déterminer d'éventuelles responsabilités. En attendant, sur le terrain, les équipes de secours et de recherche continuent de progresser dans les décombres calcinés et à mesure qu'ils avancent, ils découvrent de nouvelles victimes. On en est aujourd'hui à 80 morts, un bilan provisoire qui devrait encore s'alourdir. Et puis cette issue heureuse, ils ont passé 48 heures perdus totalement dans la forêt tropicale guatémaltèque. 4 touristes français, dont un petit garçon de 6 ans, avaient perdu leur chemin dans la jungle au nord de ce pays de l'Amérique centrale. Et hier soir, les secouristes les ont enfin retrouvés, fatigués certes, mais sauvés. Amaëlle Brignoli. Ils sont sains et saufs, après 2 jours d'errance dans la jungle. Sur cette photo prise par les secouristes, les 4 touristes français, dont un enfant de 6 ans, qui étaient portés disparus dans le parc national de Tikal au Guatemala. Ils ont été retrouvés à 5 km de la principale zone archéologique par les pompiers volontaires du département de Petén. Les touristes perdus jeudi dernier ont été localisés dans le parc national de Tikal. Les pompiers volontaires de la 57e compagnie ont appliqué les premiers soins. Ils ont été transférés à l'aéroport de Mundo Maya. Issus de la même famille, les vacanciers avaient été vus pour la dernière fois mercredi dans le parc national de Tikal, l'un des principaux sites archéologiques mayas du pays. Le parc est situé dans une vaste région forestière appelée la forêt maya, qui s'étend du Mexique au Belize voisin. Une zone où il peut être très facile de se perdre, selon cet explorateur professionnel. Si on s'éloigne du sentier, même à 100 mètres du sentier, si on n'a pas de boussole, on peut tourner en rond et très vite se perdre. C'est le risque numéro 1, c'est de se perdre à 200 mètres de n'importe quel sentier et de ne jamais se retrouver. L'inquiétude était grande après la disparition des 4 touristes français dans cette région reculée du Guatemala où opèrent des gangs liés au narcotrafic. En 2022, un touriste allemand de 53 ans avait été retrouvé mort dans le même parc, 2 jours après avoir été porté disparu. On y a cru. Jusqu'au dernier moment, toute la rédaction de BFM TV suivait la séance de tir au but qui a clôturé la rencontre entre la France et l'Australie. Malheureusement, les Françaises s'arrêtent là dans le mondial de football féminin qui se déroule en ce moment en Australie. 2 heures de match intense et puis cette séance de tir au but pénible, fatale finalement pour les Françaises, nous explique la capitaine des Bleus, Wendy Renard. On y a cru. Après le poteau, on revient. Elles ont encore une occasion de tuer le match. Solène l'arrête. Et on se dit, non, aujourd'hui c'est pour nous. Après 1 fois, 2 fois, la 3e forcément, ça met au fond. Malheureusement pour nous, ça s'arrête ce soir. Je suis fier de ce groupe et de toutes les joueuses qui ont pris leurs responsabilités pour aller tirer le pénalty. On va revenir encore plus fort. On a créé quelque chose depuis le début de la préparation au mois de juin. Et il y a un groupe de qualité. Donc voilà, chaque chose en son temps, mais il y a forcément beaucoup de déceptions. Nous aussi, on y a cru jusqu'à la dernière seconde. Les Françaises qui, malheureusement, donc, ne renouvellent pas l'exploit de 2011. Elles n'iront pas en demi-finale. Beaucoup de déceptions du côté également des fans des Bleus. Anne-Laure Bance a suivi la rencontre avec des supportrices de Pantin en Seine-Saint-Denis. La salle s'est vidée très vite à la fin du match et les supporters ont quitté les lieux très rapidement après la défaite des Françaises face aux Australiennes en quart de finale. Beaucoup de déception mais aussi de fierté face au parcours des Françaises, des supporters qui ont assisté à ce match haletant et surtout cette séance de tir au but complètement dingue selon leurs propos. Je vous propose d'ailleurs de les écouter au micro de Théo De Santi. Hyper déçu parce qu'on y a cru jusqu'au bout. En fait, il y a eu une séance de tir au but qui était incroyable. Et l'équipe de France n'a pas lâché jusqu'au bout et au tir au but, elles ont tenu. Je pense que, en effet, ça montre qu'en France, on a des joueuses de qualité sur le plan technique, mais aussi sur le plan mental. C'est très frustrant d'être à ça, quoi. Mais bon, c'est la beauté du sport aussi. Malgré la défaite une nouvelle fois en quart de finale de l'équipe de France, les supporters saluent le parcours des Françaises qui ont joué dans un stade qui était acquis aux Australiennes. 17h27 sur BFM TV, on jette un œil à la météo. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimenté par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
Bonjour, il va faire chaud, très chaud encore dans les prochaines heures sur le centre-est de la France. Vous verrez que demain, 2 nouveaux départements vont rentrer dans la vigilance orange canicule. Actuellement, le département du Rhône est le seul concerné par ce niveau de vigilance. Mais regardez donc, à partir de demain dimanche, on va rajouter 2 nouveaux départements. Il s'agit de l'Ain et de l'Isère en raison des très fortes chaleurs attendues dans les prochains jours. Plus de 35 degrés l'après-midi et bien souvent des nuits au-delà des 20 degrés. Alors la situation pour cette journée de dimanche, dernière journée de la semaine, un peu nuageuse au réveil, notamment sur un axe allant du sud-ouest au nord-est, avec parfois quelques ondées, notamment vers les Pyrénées. Ce sera assez couvert également pour le début de la journée seulement vers les bords de Manche. Déjà de plus en plus chaud au fil des heures près de la vallée du Rhône et notamment sur les 3 départements en vigilance orange. Et dans l'après-midi, c'est le soleil qui va reprendre l'avantage sur l'ensemble du territoire. On surveillera quand même, attention, les reliefs avec localement quelques développements orageux pour la fin de la journée essentiellement. Les indices UV resteront marqués en raison de l'ensoleillement en hausse, notamment dans le nord-ouest. On va atteindre un indice UV très fort, à extrême d'ailleurs, en repartant vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, touchée donc par les fortes chaleurs. Les températures donc en nette hausse, regardez au réveil, sans doute déjà 21 degrés dans les rues de Lyon. Il va faire en effet déjà bien doux le matin, 23 degrés pour Nice, 15 degrés plus respirable, plus agréable en repartant vers l'ouest. Et dans l'après-midi jusqu'à 36 entre Grenoble et le département du Rhône, en passant évidemment par l'Ain. Il fera 25 à Paris, 22 degrés dans la Manche. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. À la une à 17h30 sur BFM TV, ces températures qui approchent les 40 degrés aujourd'hui à Lyon, 36, 37. Il fait très chaud dans le Rhône. Météo France a donc placé le département en vigilance orange canicule aujourd'hui, auxquels s'ajouteront demain les départements de l'Ain et de l'Isère. On sera à Lyon tout à l'heure avec Alizé Boissin. On fait le point également en plateau avec Kevin Fleury. Le mystère, les interrogations et la douleur à Lisieux, où le corps d'un principal de collège a été retrouvé hier matin. Il avait été alerté par une alarme de sécurité. Stéphane Vittel s'est rendu dans son établissement. Il y a perdu la vie. La police n'a pas d'explication à ce stade. Fin de partie pour les Bleus dans le mondial féminin de football. Les joueuses d'Hervé Renard qui se sont inclinées au tir au but face à l'Australie dans les toutes dernières secondes. Elles échouent une fois encore aux portes de la demi-finale. Le destin a choisi l'Australie, déplore le sélectionneur français. À la une, nous vous le disions en titre, cette chaleur qui s'abat aujourd'hui dans le Rhône. Météo France qui a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule. Demain s'ajouteront l'Ain et l'Isère à cette vigilance orange. Alizé Boissin est notre envoyé spécial à Lyon où les températures annoncées sont très élevées et où on cherche dans les parcs à trouver le peu de chaleur possible par tous les moyens. On a trouvé des courageux, ceux qui avaient quand même envie de faire du vélo, de pédaler sur ces Rosalies. Je suis avec Brice. C'était quoi le programme de l'activité? C'était de chercher de la fraîcheur tout en faisant du vélo? De la fraîcheur, se promener dans le parc et on a trouvé les Rosalies et au final c'est plutôt confortable, mais il fait un peu chaud quand même. Hein. Oui, ça va, c'est pas trop dur de s'adapter avec, notamment avec des enfants en bas âge avec cette chaleur? Eh ben, il faut occuper les enfants pendant les vacances tout de même. Donc on est sorti, parc de la Tête d'Or et il fait quand même chaud à pédaler sur les Rosalies, on va pas se mentir. Et vous les enfants, ça va, vous avez pas trop chaud là? Un peu. Moi, non. Vous le voyez, on continue de chercher la fraîcheur et puis les températures s'annoncent extrêmement élevées. Il fait déjà plus de 30 degrés actuellement et il est attendu jusqu'à 36 degrés aujourd'hui. Comment expliquer le décès survenu à Lisieux de ce principal dans son propre collège en pleine vacances scolaires? Une enquête est ouverte afin de lever le mystère sur les minutes qui ont suivi l'arrivée de Stéphane Vittel, ce père de famille alerté par l'alarme de l'établissement alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa femme et ses 2 enfants. Ce sont ses proches d'ailleurs qui ont découvert son corps inanimé. Quelques instants plus tard, une autopsie va être réalisée lundi. Élise Phillips, Alexis Ferré, Élise Kousmac avec Barnabé Auxerre. C'est derrière ses portes que le drame s'est produit ce vendredi au lever du jour. Alors qu'il s'apprête à partir en vacances avec sa famille, Stéphane Vittel, principal du collège, reçoit une alerte d'intrusion à 5h59 au sein de son établissement. Arrivé sur les lieux, il s'introduit dans le bâtiment pendant que sa famille patiente dans la voiture. Les minutes passent, sa famille cherche à prendre de ses nouvelles et pénètre à son tour dans l'établissement. Elle y découvre Stéphane, inanimé et gisant sur le sol. Il a dit il y a une porte grande ouverte. Et il est reparti avec son portable
Et puis comme ça, on trouvait que c'était long, ma fille s'impatientait, elle est allée voir et elle l'a trouvé, elle est allée par terre. Alors elle est sortie en hurlant, il est par terre, il est par terre. Je suis entrée et j'ai fait les massages cardiaques. J'ai donné toutes mes forces pour le refaire revenir, mais j'ai pas réussi. Il y avait de la lumière dans une fenêtre du collège, donc il y a eu une intrusion. Des questions qui restent en suspens. Que s'est-il passé durant ces quelques minutes ? Des premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège, mais pas de désordre au sein de l'établissement. Le département a aussi investi dans les outils numériques et c'est peut-être ce qui pouvait intéresser de potentiels cambrioleurs, s'il y avait des cambrioleurs, et ça l'enquête le dira. Mais c'est un collège qui vivait bien, plutôt calme. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Caen. Une autopsie du corps sera réalisée ce lundi afin d'éclaircir les causes du décès. On vous propose à présent d'écouter cette déclaration au sujet du naufrage qui est survenu dans la Manche et qui a fait 6 morts et 2 disparus, des migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre et dont le bateau s'est échoué. Écoutez l'un des sauveteurs qui est intervenu. J'étais, je crois, à bord 45-50. Et puis de là, on est resté à côté d'eux pendant 1 heure, 2 heures, peut-être même plus. Et puis à un moment donné, il y a eu des gens qui voulaient débarquer. Au départ, c'était que 10. Pour finir, on a récupéré 22 personnes. Ils étaient en difficulté, en fait, problème mal de mer et aussi, comment je veux dire, ils cherchent trop les bateaux, tout simplement, en fait. Ils cherchent trop les bateaux. Donc les bateaux, ils n'avancent plus. Le dernier bateau qu'on a intervenu, le bateau était trop chargé. On a retrouvé la connexion avec le député du Calvados qui est avec nous en direct. Bonjour. Jérémy Patriellis. Bonjour Jérémy Patriellis. Merci d'être avec nous en direct. Alors vous avez appris comme nous la disparition, le décès de ce principal, Stéphane Vittel. Vous le connaissiez. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant son direct ? Alors attendez, excusez-moi. On me dit... Est-ce qu'on peut m'expliquer s'il est avec nous ? On a des problèmes de liaison. Bon, voilà. Pour tout vous dire, on a tenté de joindre le député il y a un instant. Ça a été compliqué. Finalement, la connexion n'est pas possible. On va passer à l'actualité à l'étranger à 17h35 avec ces morts, au moins 80, puisque le bilan continue de s'alourdir à Hawaï, après les terribles incendies qui se sont déclarés mardi dans la ville de Lahaina, sur l'île de Maui. Plus de 1400 personnes ont été mises à l'abri, mais tout de même, les disparus restent encore très, très, très nombreux dans cette ville presque totalement ravagée par les flammes. Et certains habitants déplorent de ne pas avoir été avertis du danger par les autorités, raison pour laquelle une enquête est ouverte sur la gestion de cette crise. Alexia Prunier. Les bras chargés, ces habitants de Maui donnent tout ce qu'ils peuvent. De la nourriture, des boissons, des produits de première nécessité, des draps ou encore des vêtements. Il suffit de regarder tout ce qu'il y a dans votre maison et de vous dire « je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui » et de vous en débarrasser parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont rien. Car les flammes ont tout détruit. La station balnéaire de Lahaina n'existe plus. Habitations, voitures, commerces, tout a brûlé. Les habitants ont dû fuir en panique. Laissant tout derrière eux. Depuis, c'est une île entière qui se mobilise pour aider ces sinistrés. Cette église, par exemple, est ouverte jour et nuit. Plusieurs centaines de personnes évacuées ont pu trouver un refuge temporaire. Pour l'instant, je pense que le plus important, c'est que les gens veulent rentrer chez eux. Ils veulent voir ce qu'il reste de leurs affaires personnelles. Tout ce que nous pouvons leur offrir, c'est de la nourriture, un abri, de l'amour et une oreille attentive à ce qu'ils vivent. Mais rentrer à la maison va prendre du temps. Hier, les autorités ont rouvert la route qui mène à la station balnéaire. Depuis, la file d'attente ne cesse de s'allonger, des bouchons qui courent sur des dizaines de kilomètres. Sydney, elle, vient tout juste d'arriver chez elle, ou du moins ce qu'il en reste. Au milieu des cendres et des ruines, elle ne comprend toujours pas comment un tel drame a pu se produire. D'habitude, ils mettent en marche les sirènes d'alerte où ils font quelque chose pour nous avertir. Et là, rien. C'est le bouche à oreille entre voisins qui nous a fait partir. Dans cette radio locale où les appels de détresse affluent, on déplore aussi un manque de communication.
Nous avons besoin que les autorités prennent le relais et nous guident sur ce qu'il faut faire. Nous avons des gens qui attendent le moindre contact. Je viens tôt le matin et c'est difficile quand nous n'avons accès à aucune information. Dans ce contexte polémique, une enquête sur la gestion de la crise de cet incendie a été ouverte. Joe Biden a de son côté déclenché l'état de catastrophe naturelle. En Ukraine, une nouvelle attaque a eu lieu sur le pont de Kerch qui relie la péninsule de Crimée au continent russe, alors que dans le même temps, la ville de Kupiansk pourrait bien retomber aux mains de l'armée russe. C'est en tout cas ce que craignent les habitants de cette ville. Ils nous rapportent que les troupes russes, les troupes de Moscou ont avancé, alors que ces mêmes habitants avaient déjà subi l'occupation russe au début du conflit avant la libération par l'armée ukrainienne. Nicolas Coadou et Gabriel Orion sont nos envoyés spéciaux en Ukraine. Les forces armées du Kremlin qui sont à l'offensive dans le nord-est du pays. Elles se rapprochent désormais de la ville symbolique de Kupiansk puisqu'elles ne sont plus qu'à 9 km. D'ailleurs, en se rendant sur place, on voit bien cette ligne de front qui avance inexorablement avec des bombardements également qui s'intensifient sur les villages dans les faubourgs de Kupiansk et également sur cette ville, à tel point que les autorités ukrainiennes ont demandé aux habitants de près de 17 localités en bordure de Kupiansk d'évacuer le plus rapidement possible tant la dangerosité des combats est devenue intense dans cette région. La ville de Kupiansk, c'est un objectif majeur pour Vladimir Poutine puisque c'est une ville symbole déjà. C'est la première ville qui a été conquise lors de l'invasion à grande échelle en février 2022. Ensuite, c'était l'une des plus grandes villes reconquises par la contre-offensive éclair menée par les forces armées ukrainiennes à l'automne dernier. Alors forcément, les Russes mettent énormément de force pour tenter de reprendre cette ville. Selon les sources de renseignement, il serait plus de 100 000 à tenter d'encercler cette ville de Kupiansk. Les habitants que nous avons pu rencontrer, que ce soit dans les faubourgs de Kupiansk ou dans la ville elle-même, croient bien sûr en la victoire des forces armées ukrainiennes, mais ils sont très inquiets parce qu'ils ont connu l'occupation pendant plusieurs mois des forces armées russes. Ils savent donc la cruauté que certains peuvent avoir. Il y a un sentiment anti-russe très profond dans cette ville de Kupiansk. En tout cas, les forces armées ukrainiennes continuent de se défendre coûte que coûte, mais on sent une certaine fébrilité chez les forces armées ukrainiennes. Pour vous donner un exemple avec Gabriel Orion qui m'accompagne lors de notre reportage dans les faubourgs de Kupiansk, nous avons été arrêtés pendant près de 2 heures par les forces armées ukrainiennes qui pensaient que nous étions des espions, peut-être à la solde de l'ennemi. C'est quelque chose qui nous était jamais arrivé en près d'1 an et demi de guerre et ça témoigne bien de la fébrilité des forces armées ukrainiennes dans cette zone. Et bonjour Général Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV. On aimerait rebondir sur ce chiffre qu'a annoncé tout à l'heure notre envoyé spécial Nicolas Coadou. Plus de 100 000 soldats russes seraient à pied d'œuvre pour reprendre Kupiansk. Est-ce que c'est plausible ce chiffre de 100 000 ? Et oui, c'est hélas plausible. Pourquoi ? Parce que en fait, la Russie dispose d'un réservoir humain, et pardonnez-moi de ces termes qui sont très cyniques, mais d'un réservoir humain quasiment sans limite. C'est-à-dire que Moscou peut renouveler sa force combattante en allant chercher des soldats, en les formant, et ça quasiment sans limite, d'autant plus que les soldes versés par Moscou sont extrêmement élevés et incitent beaucoup de jeunes Russes des provinces les plus reculées, les plus pauvres, à s'engager. Donc oui, il y a le rapport de force, en tout cas en ce qui concerne les troupes, est plutôt en faveur de la Russie actuellement, et c'est ce qui est extrêmement inquiétant et qui traduit aussi le fait que Moscou n'a aucune envie de trouver une solution diplomatique à la guerre, si ce n'est battre l'Ukraine. Général Jérôme Pellistrandi, vous parlez justement de ce réservoir presque sans limite russe, alors qu'à l'inverse, l'Ukraine hier a licencié, limogé une partie de ses responsables militaires, responsables du recrutement de l'armée. Est-ce qu'il y a, faute de soldats ukrainiens, des pertes de l'armée russe et un recul donc de l'armée russe ? En fait, en gros, on estime que les pertes du côté russe, alors que l'on n'a aucune donnée vraiment fiable, on évalue les pertes du côté russe aux alentours de plus de 200 000 soldats hors de combat. Quand on dit hors de combat, il y a les morts, les blessés, les prisonniers, les déserteurs. Et on estime que du côté ukrainien, ça doit être de l'ordre d'à peu près 100 000. Mais il faut aussi comparer à la population. La Russie, c'est 140 millions d'habitants. L'Ukraine, c'est 40 millions d'habitants. Donc effectivement, la Russie, quoi qu'il arrive, aura toujours plus de soldats, entre guillemets, disponibles que l'Ukraine. Et c'est la raison
particulièrement pour lequel le président Zelensky hier a limogé tous ceux qui étaient en charge d'organiser ce qu'on appelle la conscription, c'est-à-dire l'incorporation des jeunes ukrainiens hommes pour faire leur service militaire. Et parce qu'on a des exemples de corruption où après 18 mois de guerre, on peut effectivement, un certain nombre de jeunes Ukrainiens souhaitent échapper à l'enrôlement sous les drapeaux, parce que ça veut dire aller à la guerre dans un conflit de très haute intensité avec beaucoup de pertes. 17h43, on en vient à l'actualité footballistique à présent avec ces Bleus fauchés en plein élan par les Australiennes. Aujourd'hui, fin de partie pour les Françaises au Mondial de football à Brisbane. Aujourd'hui, les joueuses d'Hervé Renard qui se sont inclinées au tir au but. Retour sur ce match au suspense haletant avec les équipes d'RMC Sport. 3 fois de suite, 3 éditions que l'équipe de France échoue en quart de finale de la Coupe du Monde. La déception est immense. C'est le football, il faut retenir le positif, même si c'est difficile ce soir. On est très déçus, on est un peu abattus parce qu'on voulait aller plus loin. D'autant que les Bleus y ont cru jusqu'au bout après un match disputé et un score de 0-0 après les prolongations. C'est au terme d'une séance de tir au but suffocante que tout se joue. 10 tireuses de chaque côté, 2 gardiennes survoltées, l'Australienne Arnold et la Française Durand. On y a cru. Après le poteau, on revient. Elles ont encore une occasion de tuer le match. Solène l'arrête. Et on se dit, non, aujourd'hui c'est pour nous. Après une fois, 2 fois, la troisième forcément, ça met au fond. Résultat, 7 tirs au but à 6 pour le pays hôte. Place déjà à la remise en question et à la projection chez les tricolores. Ce soir, il manque un petit quelque chose. C'est à moi d'aller chercher ce petit quelque chose. Donc la responsabilité, elle me revient. Mais il faut continuer à avancer et garder cet état d'esprit et ça payera. Et les prochaines échéances arriveront très vite. La Ligue des Nations début 2024 et surtout les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. On en parle avec Jean Rességuier, journaliste foot BFM Bonjour. TV. Ça a été difficile pour les Bleus, ça a été long pour les deux équipes. On a joué quasiment 2 heures. En quoi est-ce que ce match a finalement été préjudiciable aux Françaises ? Le scénario final, la séance de tir au but qui a finalement été cruelle, interminable, effectivement, avec une qualification 7-6 pour l'Australie après 10 tirs au but. Alors c'est vrai que elle débute pas très bien avec Selma Bachak qui voit son tir repoussé par la gardienne. Solène Durand qui était rentrée quelques minutes avant la fin du match parce que par rapport à Perrault-Magnin, elle est, on va dire, plus en réussite dans la séance de tir au but. Donc coup de poker de la part du sélectionneur Hervé Renard qui a failli marcher. En tout cas, elle arrête le deuxième tir au but des Australiennes et à partir de là, l'équipe de France reprend la main mais n'arrive pas à faire la différence. Chaque fois, les Australiennes reviennent. Quand il y a un arrêt de la gardienne australienne, il y a un arrêt de la gardienne française. Il y a une frappe sur le poteau, une séance assez compliquée jusqu'à la 9e tireuse et Kenza Dali qui se retrouve avec un ballon arrêté, puis le penalty retiré parce que la gardienne australienne s'était avancée et en fait elle recommence encore un nouvel arrêt et ensuite c'est la jeune Vicky Béchaud qui prend à contre-pied l'australienne et qui heurte le poteau. Donc il y a vraiment un scénario de dingue. Sur la rencontre en elle-même, c'est encore une élimination en quart de finale après 2015, après 2019. Mais le scénario est un peu plus cruel. Par exemple, 2019, au Parc des Princes contre les États-Unis, elles ont couru après le score et elles n'avaient pas été en réussite sur leur entame de match. Là, elles ont été costauds, solides. Elles ont un peu souffert en fin de première période, mais elles ont eu surtout des occasions qu'elles n'ont pas réussi à concrétiser. On attendait beaucoup du duo Le Sommer-Diani, meilleure joueuse du championnat cette saison, parisienne, qui va jouer à Lyon l'année prochaine. Et ces deux joueuses-là n'ont pas haussé leur niveau pour vraiment perturber la solidité défensive des Australiennes. Un scénario de dingue, vous dites Jean Rességuier. Toutefois, quand on voit le parcours des Bleus, qu'est-ce que ça augure pour l'équipe de France féminine de football ? Alors c'est vrai que l'objectif c'était les demi-finales fixées à Hervé Renard qui a pris quand même l'équipe très rapidement à partir du mois d'avril. L'objectif c'était justement d'essayer d'aller le plus loin possible pour cette Coupe du Monde et de préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc l'objectif, il est là, de récupérer des joueuses blessées, de continuer de faire confiance à de jeunes joueuses. On pense à Maëlle Lacrar, la défenseur de Montpellier, qui a été titularisée, qui n'avait aucune sélection avant la Coupe du Monde. Vicky Béchaud, j'en parlais. Selma Bachak, qui est en train de
symboliser cette nouvelle génération pour essayer d'aller chercher une médaille et si possible la médaille d'or l'année prochaine. Alors c'est vrai que quand on voit le parcours, on peut avoir des regrets sur la Jamaïque, on peut avoir des regrets aussi sur le match contre le Brésil parce qu'elles se sont rendues des matchs un petit peu plus compliqués. Elles ont répondu présentes contre le Maroc, elles ont eu du mal face à l'Australie. N'oublions pas que cette Coupe du Monde est aussi en Australie et qu'il y avait 52 000 supporters et que l'ambiance a été très pesante. Donc beaucoup de regrets. Mais c'est vrai que ce scénario laisse quand même un goût amer pour les Françaises. À 17h48, on jette un œil à vos conditions de circulation. C'est toujours rouge sur une bonne partie de la France en ce week-end de chassé-croisé. Week-end prolongé également avec le pic qui a été atteint un peu avant midi. 1176 km de bouchons cumulés. En ce moment, on est toujours dans le rouge, toujours en situation exceptionnelle avec 367 km cumulés. C'est particulièrement compliqué sur l'A7, mais également sur l'A10 en péage de Saint-Arnoux, fameux péage des Yvelines, comme vous le voyez sur ces images. Voilà le péage qui nous permet de rejoindre l'Est. C'est orange sur les départs, rouge sur les retours. Non, l'inverse justement. C'est rouge sur les départs et orange sur les retours de vacances. Soyez prudents si vous circulez en ce moment. D'ailleurs, à votre rencontre BFM TV toute la journée, Yael Kahn était à la rencontre des automobilistes sur cette même autoroute, sur l'A10, un peu plus au sud, au niveau de la Gironde. Et oui, c'est compliqué sur les routes en ce week-end de chassé-croisé. La journée est classée rouge dans le sens des départs et on le constate ici au niveau de l'autoroute A10 en direction de Bordeaux où il y a des embouteillages. Les voitures avancent au pas. Une circulation qui s'annonce difficile et ce jusqu'à 20h. Nombreux sont donc les automobilistes qui, las d'être dans les bouchons, ont décidé de s'arrêter ici sur l'aire de l'Estalo pour se restaurer, pour faire une pause. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Ça avançait plus du tout, donc du coup les enfants ils réclamaient à manger, donc du coup on en a profité pour s'arrêter quoi. Ouais, on va commencer ouais, se bouger un peu et pour se promener et repartir après au moins en espérant que ce soit mieux quoi. Mais après c'est partie des vacances on va dire, c'est comme ça, tout on n'a pas le choix donc on va prendre son mal en patience. Ça va le faire. Il va donc falloir s'armer de patience pour celles et ceux qui sont dans les bouchons. Vinci Autoroute tient à rappeler qu'il est important de respecter les limitations de vitesse, la distance de sécurité entre les voitures et insiste sur le fait qu'il est nécessaire de faire une pause toutes les 2 heures. 17h50, cette situation insoutenable pour certains habitants d'Île-de-France. Le bruit, vous allez voir, est tel que les riverains doivent parfois choisir entre subir ou vivre enfermés toute la journée. On parle des voisins de l'aéroport d'Orly en Île-de-France qui tempêtent contre les survols qui ne cessent pas, particulièrement pendant cette période estivale et même parfois en dehors des plages horaires autorisées. Bastien Cochet, Élise Phillips, Mathilde Lecomte. 33200 de Air Algérie, 36 c'est EasyJet, il y a un Vueling de Milan. Si Luc connaît aussi bien les avions d'Orly, c'est parce qu'il survole tous les jours sa maison. Il voit passer un avion toutes les 3 minutes en moyenne et il décolle très tôt le matin ou tard le soir. Quand vous vous couchez après le dernier avion à 23h30, vous vous dites, bon, on va se calmer, on va essayer de s'endormir. Et là, vous en avez un qui passe 10 minutes ou 15 minutes après. Pof, le cœur, il repart à 15 000 tours, vous êtes énervé, et à minuit et demi, vous dormez toujours pas. Cette nuisance sonore, Luc y est habitué. Il habite ici depuis plus de 50 ans, mais elles sont théoriquement réglementées. Un couvre-feu est en vigueur entre 23h30 et 6h du matin pour décoller de l'aéroport d'Orly. Pourtant, les infractions ne sont pas rares, 18 au mois de juin, selon ce responsable d'association. Non seulement on souhaite que le couvre-feu soit respecté, ça c'est la moindre des choses, et en plus, on a l'intention, on demande à ce qu'il soit élargi à 8 heures de sommeil consécutives. Pour justifier ces dépassements d'horaire, les compagnies invoquent des retards au décollage ou des urgences. Pour éviter ces infractions au couvre-feu, cet expert aéronautique milite pour mieux encadrer les décollages et les atterrissages. On ouvre Orly à 6h du matin, n'autoriser les avions à se poser qu'à partir de 6h30. L'aéroport ferme à 23h30, autoriser des créneaux que jusqu'à 23h, ce qui laisserait un petit peu de marge de sécurité. En cas de non-respect du couvre-feu sans justification, les amendes peuvent s'élever jusqu'à 40 000 €. Non seulement les oreilles fines, mais aussi les palais fins de Ronald Guintrange, notamment, qui part faire une petite recette avec un chef. Aujourd'hui, il se prête au jeu de faire des œufs à la neige.
Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Ravi de vous retrouver, je suis avec le chef pâtissier Pierre Chirac. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Chef pâtissier de la chef doublement étoilée Stéphanie Laguellec et de cette maison. Que fait-on aujourd'hui? Et tu peux parler dans le micro, chef. On va réaliser ensemble un œuf à la neige, crème anglaise amaretto, accompagné avec des petites cerises de saison. Et je suis toujours nul. Je confirme. On y va. Première étape. Première étape, et pas des moindres. Ah ouais. J'ai une pression folle. Ouais. J'ai pas fait de sport ce matin pour être bien, me préserver pour toi. Alors dis-moi. Bon, alors, on va commencer par les blancs en neige. D'accord. Blanc d'œuf. Ouais. En fait, tu verses après, moi je. Exactement. Moi j'ai la partie compliquée. Je vais essayer. Pas plus vite que ça. Ouais, non, on peut aller plus vite. Et là. Le bruit est agréable. Petite demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc là, on va monter les blancs, donc on va incorporer de l'air dans les blancs. On va essayer de monter les blancs jusqu'à ce qu'ils se tiennent. Et on fera évidemment, et je me permettrai de le réaliser sur ta personne, le fameux test du cul de poule renversé au-dessus de la tête pour voir si les blancs sont bien montés. En gros, c'est le meilleur moyen pour motiver celui qui les a montés. Ouais, c'est ça. Ok. Je sais pas si tu vois, mais on commence à voir les sillons. Là, ça veut dire qu'on peut commencer gentiment à incorporer le sucre. J'en peux plus. Donc là, c'est bon, tu peux t'arrêter. Ok. Ça se tient à mon fouet. C'est vrai. Exact. Voilà, ça se tient à mon fouet. C'est le critère. C'est le critère. Après, il y a un deuxième critère. Bah, essaye, hein, mais. Ouais, si, c'est bon. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'y vais ? Ouais, j'ai confiance. Tu vois, c'est vraiment la texture, c'est bien mousse à raser, quoi. Et donc là, on part au four. D'accord. 165 degrés, 4 minutes. Ah oui, c'est court. C'est court. Là, on va tailler les cerises. D'accord. Et après, on sera prêt pour dresser. D'accord. Pour éviter de perdre du temps à dénoyauter, on vient couper les cerises. Sur les côtés. Voilà, exactement. J'aurais fait pareil. Bah, voilà. Pas effectivement. Donc maintenant, on va les dresser avec le résultat de la cuisson. Exactement. Et est-ce que tu as une consigne pour placer les cerises? On va placer les cerises tout en dessous. C'est la cherry under the cake. Exactement. Le plus centré possible. Le plus centré possible. Ouais. On va mettre la crème anglaise. D'accord. Et donc nous, on a décidé de l'aromatiser aujourd'hui à l'amaretto. Et là, un nuage. On va venir délicatement. Ah ouais. Oh là là. La petite touche du chef, c'est qu'on va finir avec un petit jus de cerise. D'accord. Je suis toujours nul ou pas? C'est pas mal. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Hein. Bon été.